Alors, on y a pensé. Jean-Paul Plat du Sol Violette pourrait nous en causer, puisque lui s'est intéressé à la question. Écoutez, il est 20 h. Je vous propose de démarrer cette soirée en compagnie de Jean-Michel Cornu, que j'ai eu la chance de rencontrer, je crois, entre 2004 et 2006, aux rencontres coopératives des nouvelles technologies animées par Michel Briand à Brest. Voilà, il m'avait à l'époque épaté avec les monnaies locales sous un angle international et d'une grande diversité, avec des exemples marquants qui m'ont encouragé à creuser cette question des monnaies locales complémentaires et citoyennes. Et ce soir, donc Jean-Michel, qui a donc une connaissance assez poussée des monnaies locales, ne va pas nous parler de monnaies locales parce que sa spécialité désormais, et ça l'était déjà à l'époque un petit peu, mais c'est l'intelligence collective. Comment animer des grands groupes, comment faire en sorte que ces groupes se gèrent, s'autogèrent et produisent de l'intelligence ensemble. Et on va appliquer ce raisonnement à nos problématiques actuelles, à savoir la question de l'animation territoriale à l'échelle régionale des différentes monnaies locales. On aura tout à l'heure, je vous montrerai une carte interactive avec donc la carte des monnaies qui nous permettra de voir. Mais on va tout de suite assister à la présentation de Jean-Michel qui va donc vous décrire un petit peu les différents outils, les différents fonctionnements que vous pourriez envisager d'adopter dans vos régions. Et puis, on terminera la soirée en se donnant aussi des pistes de travail pour la suite. Et un autre rendez-vous, le 4 décembre, on en reparlera tout à l'heure avec Ryan Frigolet, qui va nous proposer aussi de questionner quelles pourraient être les missions et les échelles de travail territoriaux en région. Voilà, donc Jean-Michel, merci beaucoup pour ta participation et nous t'écoutons attentivement. Merci Cédric, bonjour à tous. Donc je vais partager mon écran. N'hésitez pas quand même à mettre des questions dans le chat. Alors s'il y a besoin, Cédric pourra me poser les questions en direct là-dedans. Et puis après, on aura pas mal de temps évidemment pour pouvoir échanger et puis voir un petit peu comment ça peut se mettre en place de façon très très concrète. Alors je partage mon écran. Voilà. Alors, il y a un petit décalage toujours dans le temps. Je vais juste vérifier avec vous que tout est bien, que Cédric, que tout est bien de ton côté aussi, que vous voyez bien mes transparents. On va voir un petit peu comment, finalement, à un niveau régional, eh bien, on pourrait avoir une communauté de l'intelligence collective autour des monnaies, mais autour de l'animation même de la région. Pour ça, eh bien, on a besoin de monter des groupes actifs et durables. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Petite vérification, Cédric, est-ce que tout est bien? Est-ce que vous voyez bien dans les transparents? Alors, du coup, vous ne me voyez plus, hein, c'est l'un ou l'autre, mais je reviendrai après. C'est bon, Cédric, pour toi? Oui, c'est impeccable, Jean-Michel, tu peux y aller. Okay. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est juste de couper toutes vos perturbations, les téléphones, les Facebook, les Messenger, tous ces bazars-là, parce que finalement, souvent, on est complètement happé. Et puis là, prenez ce moment-là pour vous. On a 1 heure ou 2, là, on a vraiment du temps pour pouvoir bien dialoguer ensemble. Et l'objectif, c'est de vous faire gagner beaucoup de temps, parce qu'en fait, le problème, c'est que lorsqu'on s'en sort mal, eh bien, ça peut nous prendre beaucoup de temps pour essayer d'animer une région. Et j'aimerais qu'en 2 heures, eh bien, vous puissiez gagner beaucoup, beaucoup plus. Et je vais vous expliquer comment d'ailleurs. Donc, prenez ce temps pour vous, coupez toutes les perturbations. Et on va vraiment maintenant pouvoir commencer avec ça. Alors, en gros, quand on anime un groupe, alors imaginez que vous êtes sur une région, alors on peut penser au niveau de la monnaie, mais aussi de tout ce que la monnaie entraîne, puisque vous avez avec vous c'est bien des commerçants, des habitants, des tas de gens. Eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est que ça ressemble un petit peu à ça. Alors, pour ceux qui connaissent ce film, Attrape-moi si tu peux, avec Leonardo DiCaprio, on passe son temps à essayer de courir après les gens dans un sens, dans un autre, enfin, on essaie de les rattraper. Alors, on va faire ça de façon un petit peu plus sérieuse, de façon plus scientifique, ça pourrait ressembler à ça. C'est-à-dire, en fait, voilà, on passe son temps à courir après chacun. Alors, si vraiment vous arrivez à rattraper quelques personnes en plus, dans le groupe, finalement, ils partent dans tous les sens quand même, malgré tout, avec des avis divergents, etc. Et tout ça, ça prend énormément de temps et vous n'avez pas le temps. Donc, si je vais sous-titrer, en fait, cette présentation, je dirais comment animer des gens qui n'ont pas le temps avec des gens qui n'ont pas le temps, parce que je pense que c'est à peu près le grand problème du XXIe siècle. Alors pour ça, c'est pas si simple parce qu'en général, on voudrait avoir suffisamment de participants sans leur courir après. Et donc l'idée, c'est on va parler vraiment de façon endémique, naturelle, de pouvoir développer la participation sans faire des efforts dans tous les sens, mais de mettre en place les bonnes choses pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne.
On voudrait aussi avoir suffisamment de coopération au sein du groupe, c'est-à-dire que pour éviter que, alors c'est normal qu'il y ait une diversité de points de vue, mais qu'on ne se retrouve pas dans des aspects complètement bloqués de bipolaires, j'allais dire, de conflits et de choses comme ça. Donc on aimerait bien, au contraire, développer la coopération plutôt que le conflit. Et puis on aimerait bien avoir aussi des résultats concrets, parce que si on se réunit au niveau de régional, c'est aussi pour avoir un résultat concret, alors dans l'avancement de la monnaie, mais aussi dans plein de choses au niveau du territoire, pourquoi pas. Et donc, on voudrait avoir ça. Alors, c'est un peu notre cahier des charges. Et pour dernière chose, eh bien, on voudrait que ça se fasse de façon naturelle. Vous parlez un petit peu permaculture, si vous me passez l'expression, mais au niveau des humains. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que, naturellement, sans y passer trop de temps, eh bien, on mette les bonnes choses en place pour que le groupe puisse se développer avec le temps de chacun et naturellement. C'est exactement ce qu'on va voir là-dedans. Et pour ça, eh bien, on va avoir 3 clés. Donc, ce soir, je vais vous présenter vraiment 3 clés qui, si vous les mettez en œuvre, eh bien, vont vous permettre au niveau de la région d'avoir ce genre de choses-là. Voilà à peu près le programme de ce soir, si on peut dire. Alors, un petit mot peut-être pour me présenter un petit peu plus. Moi, au départ, j'étais un expert d'innovation. Donc, ne dites pas à ma mère que je suis dans l'intelligence collective. Elle croit que je travaille sur l'innovation. J'ai travaillé sur l'innovation technologique d'usage, l'innovation sociale aussi. Et puis, il se trouve, effectivement, comme le disait Cédric, que j'ai travaillé aussi sur l'innovation monétaire. C'est d'ailleurs, j'en ai profité pour monter un groupe d'intelligence collective à l'époque pour essayer d'inventer des nouvelles façons de faire des monnaies. On a même imaginé la donnée, qui est une forme, si la monnaie permet l'échange, la donnée permet le don. Enfin, bref, on s'est amusé à essayer de regarder tout ce qui existait et de pouvoir le développer. Alors, comment j'en suis arrivé à dévier complètement pour arriver à travailler sur l'intelligence collective, mot qui n'existait pas évidemment au départ, hein. Eh bien, il se trouvait que parmi les gens avec lesquels je travaillais, alors j'ai beaucoup travaillé avec la Commission européenne, par exemple, eh bien, ils me disaient, ça serait bien qu'on essaye de réunir des gens pour fabriquer des communautés avec eux. Alors, je faisais à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, avec sa bonne foi, on essaye de faire les bonnes choses, ce qui nous semble intuitivement le mieux. Et puis, on monte un groupe et après beaucoup d'efforts, on se rend compte que quand on se réunit, on arrive un peu à avancer. Et puis, une fois que tout le monde est reparti, il n'y a rien qui se passe. Que de toute manière, en plus, alors au niveau européen, c'était même des fois pire, puisqu'en fait, on avait tous les groupes nationaux qui avaient raté leur truc au niveau national. Ils avaient plein de temps pour s'occuper du niveau européen, puisqu'on avait plein de fédérations européennes. Et donc, c'était des gens qui avaient plus de temps, mais qui étaient justement pas forcément les plus efficaces. Les plus efficaces qui développaient leur groupe national, et du coup, ils avaient moins le temps de s'occuper du niveau européen. Bref, j'ai essayé de faire plein de choses et ça n'a pas bien marché. Et puis, il se trouve que j'avais une vie cachée aussi avant de travailler sur les monnaies et sur l'innovation. C'est que j'avais monté Vidéon, qui était une association de télévision participative. Donc là, il s'agit de travailler avec les habitants pour faire de la télévision, c'est-à-dire diffuser des émissions faites par les habitants, pour les habitants. Et là, j'avais réussi quand même à développer des choses, mais avec un temps complètement gigantesque. Autant au niveau européen, c'est pas terrible, autant au niveau vidéo, ça marchait pas mal, mais alors avec un temps qui était irraisonnable. Et puis, à un moment donné, la commission m'a demandé de monter l'Internet Fiesta, vous savez, la fête de l'Internet dans les années 99-2000. Et puis, l'idée, c'était de monter la fête de l'Internet mondiale. On avait appelé ça Internet Fiesta. Et là, eh bien, j'ai essayé de faire totalement différemment et sans faire exprès. Et j'insiste bien parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire les choses de façon reproductible. Eh bien, ça a super marché, si bien que même un an plus tard, eh bien, on avait 70 pays, 15 ans de travail avec des festas partout, ça marchait alors qu'on n'était que 3 à faire ça sur notre temps libre pour pouvoir animer tout le reste. Au passage, d'ailleurs, si je parlais de prendre des inspirations, c'était la grande époque aussi du logiciel libre. Et alors c'est intéressant parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Eric Redmond qui venait de démontrer dans un de ses papiers, parce qu'il aimait bien écrire sur le logiciel libre, que l'on pouvait travailler à 3 ou 4 maximum en logiciel, mais qu'on pouvait faire du bien commun pour tout le monde. Et donc, en fait, on était limité, non pas dans le nombre de personnes qu'on peut aider, par exemple, la monnaie, elle peut changer la vie de pas mal de personnes sur un territoire, mais que le nombre de personnes qui travaillaient ensemble, eh bien, était très réduit. Et pas qu'un petit con de Finlandais arrive et n'ayant pas lu ça et n'ayant rien lu d'autre, eh bien, fait tout l'inverse de tout le monde et ça marche. Il s'appelait Linus Torvald et ça a développé Linux. Et au lieu de travailler à 3, comme la limite de Eric Redmond, eh bien, il a travaillé à 1000 et ça marchait. Et finalement, donc, j'ai essayé de rassembler tout ça. Alors, qu'est-ce qui avait marché pour moi? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Les expériences du logiciel libre et tout ça. Et j'ai essayé de rassembler tout ça et j'ai commencé à faire un premier bouquin qui s'appelait La coopération de nouvelles approches. Mais je n'étais pas content du tout parce que
finalement, c'était à peu près comme tous les autres livres, c'est-à-dire c'était un ensemble de recettes de cuisine, mais qui n'avaient vraiment ni queue ni tête. C'est-à-dire qu'avec ça, on disait, bah tiens, voilà, si on fait ça, ça marche pas trop mal. Pour animer une réunion, on peut faire ça, etc. Mais il n'y avait pas une vraie logique pour pouvoir avoir une stratégie pour développer vraiment une communauté. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon assistant de l'époque, eh bien, on a découpé le livre vraiment physiquement, paragraphe par paragraphe, enfin l'impression du livre, et sur des grands tableaux qu'on avait mis dans mon jardin, pendant 3 jours, on a essayé de les reordonner. Alors, heureusement, il n'a pas plu pendant 3 jours, ça c'était une bonne nouvelle. Et à la fin des 3 jours, eh bien, on est arrivé à un ordre qui commençait à vraiment prendre du sens pour la première fois. Là, on était à peu près en 2000, donc c'était il y a juste 20 ans. Et je vous le donne en 1000, eh bien, l'ordre dans lequel on est arrivé pour avoir une vraie logique, c'est exactement l'inverse de tout ce que j'avais écrit ou de tout ce que même d'autres avaient écrit à l'époque. Et donc, c'était le début, et finalement, eh bien, à partir de là, ça a commencé à marcher. J'ai pu commencer à aider des tas de gens, après, aussi bien en France, au Québec, en Afrique, jusqu'en Chine. Et donc, de manière à pouvoir développer des choses avec des méthodes qui commencent à se mettre en place. Et depuis, ces méthodes se sont encore mieux développées. En 2016, en particulier, eh bien, on a pu passer encore un cran, puisque avant, ça prenait. Alors, au début, ça peut prendre un double plein temps pour essayer d'animer une communauté régionale ou locale ou autre. Et dans mon cas de figure, après, bon, ça prenait 2-3 jours, mais c'était encore beaucoup trop parce qu'on a tous des tas de choses à faire. Et on est arrivé finalement, au bout de 15 ans, 20 ans, à pouvoir animer en 1 heure par semaine, à condition de faire les bonnes choses. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour ça, eh bien, on va d'abord partir de qu'est-ce qu'on fait habituellement. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'image de droite. Vous savez ce que c'est, cette image? Eh bien, c'est une prison. C'est une prison, et alors un peu particulière. Elle s'appelle le Panopticon. Et en fait, on a demandé à un philosophe, ce qui est quand même pas banal, qui s'appelait Jeremy Bentham, donc un philosophe anglais, et à son frère, qui lui était architecte Bentham, donc là c'était un peu plus logique, de concevoir une maison. Et alors, ce qui est très intéressant de concevoir une prison, pardon. Et ce qui est très intéressant dans cette prison, c'est que vous voyez au centre, eh bien, il y avait les gardiens, et tout autour, il y avait les différents prisonniers, donc tout autour. Alors évidemment, là, pour l'instant, il n'y a plus les barreaux, donc évidemment, ça paraît un peu libre, mais à l'époque, effectivement, chacun était dans sa petite cellule. Et alors, le principal là-dedans, c'était que tous les prisonniers voyaient le centre, et le centre voyait tous les prisonniers. Et donc, en fait, ça veut dire qu'il y avait un centre. Et finalement, eh bien, tout le monde voit, tous les gardiens voient l'ensemble des prisonniers, et tous les prisonniers voient le gardien, mais évidemment, ce n'est pas très bien structuré pour que les prisonniers échangent entre eux, parce que ce n'est pas vraiment l'objet d'une prison. Maintenant, il se trouve que dans beaucoup de groupes actuels, eh bien, on a un peu ça. C'est-à-dire qu'on a des groupes qu'on appelle des groupes en étoile. On a un community manager. Alors, je vous rassure, c'est plus des prisons, heureusement. Là, c'est pas l'objectif. Mais par contre, eh bien, ces groupes sont bien organisés pour pouvoir diffuser de l'information, pour éventuellement faire remonter des gens par des commentaires et des choses comme ça, que ce soit sur des réseaux sociaux ou autres. Mais finalement, eh bien, les échanges entre les personnes qui ne sont pas initiées par le centre, par le community manager, etc., sont assez faibles. Je trouve que on sait faire ces groupes-là jusqu'à 150 naturellement. C'est-à-dire que l'être humain a une capacité cognitive à avoir avec une personne au centre, alors un community manager ou un mâle dominant, ou peut-être un chef de village, on va dire peut-être plutôt néolithique. Eh bien, il avait la possibilité de pouvoir connaître 150 personnes. Et d'ailleurs, si vous essayez de savoir, alors vous avez probablement beaucoup plus d'amis sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter ou sur TikTok, si votre âge, eh bien, mais quand on regarde les personnes dont on connaît vraiment bien les éléments, quand on suit régulièrement, etc., eh bien, on a une limite à peu près à 150. Ça, c'est Dunbar, un anthropologue, qui avait découvert ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, cette limite-là, l'être humain, il n'est pas beaucoup meilleur que les grands singes, chimpanzés, bonobos, gorilles, sont dans les 145, 140, etc. aussi. Donc, finalement, l'être humain n'est pas beaucoup plus là-dedans. Mais vous avez peut-être remarqué que depuis quand même pas mal de milliers d'années, eh bien, on arrive à faire des groupes de beaucoup plus que 150. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça va nous permettre de bien comprendre comment on va pouvoir aller plus loin que nos propres limites classiques. Pour ça, eh bien, on a pu faire beaucoup plus en ayant des représentants. C'est-à-dire les premiers représentants de Dieu dans les villes, en fait, il y a à peu près 10 000 ans, eh bien, tout le monde connaissait Dieu, donc du coup, tout le monde connaît le représentant, ça va, c'est bien, pratique. Et lui, du coup, il n'a pas besoin de connaître tout le monde. Donc, finalement, on a commencé à dépasser la limite
les villages d'ailleurs, parce que les premiers villages c'était 150. Dans les légions de César aussi, même les centuries, c'était 150 maximum. Et donc en fait, on a réussi à dépasser cette capacité cognitive simplement en mettant des représentants. Au passage, ça a permis de faire des villes beaucoup plus grandes, ça a permis d'inventer la guerre. Et oui, on a aussi des choses comme ça. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que pour arriver à dépasser, eh bien, on avait des représentants de Dieu, et puis après des représentants du peuple, hein, ça s'appelait la démocratie, et donc toujours avec un système représentatif. Et puis après, eh bien, on a eu des représentants des organisations, ça s'appelle un community manager, tout simplement. Mais le problème de ces groupes-là, c'est que c'est bien. Alors, ça nous a permis de faire des groupes aussi grands qu'on veut. Et aujourd'hui, il y a même des pays qui ont plus d'1 milliard d'habitants. Donc, on a largement dépassé les 150. Mais il y a des limites à la structure même de ce type de groupe d'étoiles. C'est-à-dire que finalement, eh bien, les initiatives se font plutôt au centre. C'est pas impossible, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins au niveau des membres. Et donc, le pauvre gars au milieu, ben, c'est lui qui prend toutes les initiatives. Et puis, il y a peu d'échanges entre les membres. Comme on le disait tout à l'heure par rapport au Panopticon, par rapport à cette prison, ce n'est pas vraiment structuré pour, puisqu'on a un système en étoiles. De temps en temps, sur un commentaire, on peut avoir des personnes qui répondent à d'autres personnes, mais souvent, le commentaire, il est en réponse à un article ou un post qui est envoyé par le centre, donc par le community manager ou les personnes qui animent les membres, ou les 2 ou 3 personnes simplement qui font ça. Et puis, ça devient évidemment un goulot d'étranglement, hein, le centre. Donc, d'une part, on n'y passe toute sa vie. Et puis, en plus, ça devient un lieu de pouvoir. Donc, en plus, on se fait taper dessus pour se faire piquer le pouvoir. Donc, finalement, ça présente un certain nombre d'inconvénients, ce centre-là. Et pour éviter ça, eh bien, il faudrait avoir des groupes en réseau, c'est-à-dire un système où on n'aurait pas de centre et où les choses pourraient se faire. Mais évidemment, là, jusqu'à récemment, eh bien, on ne savait pas faire ça. Et il se trouve que, là, je vous ai dit qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, un peu plus, on a commencé à réussir sans faire exprès à faire des choses. Alors dans le logiciel libre, dans des villes comme Euroville où il y avait des premières prémices aussi, ou alors dans les standards de l'Internet aussi avec le fonctionnement de l'IETF qui est l'organisme standard qui fonctionne de façon totalement atypique et non centralisée. Et finalement, on a réussi à trouver des solutions et depuis, eh bien, on a pu comprendre pourquoi elles marchaient. Et effectivement, il a fallu dépasser aussi un certain nombre de possibilités. Et pour comprendre comment elles dépassaient, eh bien, on a pu faire quelque chose de reproductif. Alors, je vous donne tout de suite la clé, la première clé, mais en même temps, eh bien, on va voir exactement pourquoi. En fait, pour faire un groupe en réseau, si vous faites un groupe en réseau comme ça ne marche pas forcément. Mais pour faire un groupe en réseau, eh bien, on va faire ce qu'on appelle des communautés de projets en réseau, c'est-à-dire une grande communauté et des petits projets. En gros, c'est ce que les anthropologues appellent des groupes multiniveaux, des petits niveaux et un grand niveau de communauté. C'est aussi ce que Édouard Glissant appelait des archipels. Vous voyez, il y a des petites îles et puis après, on fait des tas de choses dedans. Et on va voir exactement pourquoi ce système-là a permis de faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire avant, c'est-à-dire des groupes en réseau. Alors, il se trouve que depuis les années 2000 où on commence à faire ça, eh bien, on a pu développer des tas de groupes comme ça avec des milliers, voire même beaucoup plus de participants. Par exemple, je pense aussi aux passeurs du bonheur au travail qui sont en entreprise et qui essayent de travailler justement sur le développement du bonheur au travail, donc avec la Fabrique Spinoza. Donc là, ils sont à peu près 1500. Ou alors le Tela Botanica qui rassemble des botanistes professionnels et amateurs au niveau français. Ils sont 65 000 maintenant. Hein, donc, ou alors, eh bien, les colibris, que vous connaissez sûrement aussi. Là, alors, 350 000, je vais me faire engueuler parce que je crois qu'ils sont 350 maintenant. Enfin, ils sont plus 330. Enfin, à chaque fois, évidemment, ça augmente. Et évidemment, eh bien, on voit qu'effectivement, on a passé les barrières et qu'aujourd'hui, on arrive à faire beaucoup plus que même que les 150 originels, on arrive à faire beaucoup de monde. Et c'est vrai évidemment en France, c'est vrai un peu partout dans le monde. Alors, je citerai par exemple tous les Fab Labs du Québec autour de Communautique, le réseau de la transition, vous connaissez sûrement, un petit peu aussi, un peu moins développé en France, mais très développé en Angleterre, mais aussi en Belgique et dans d'autres endroits. En Afrique, il y a par exemple le Wagalab qui a énormément essaimé, mais il y a énormément de groupes qui sont montés en Afrique. Il y en a aussi en Belgique. Je pense effectivement à tout ce qui est les rencontres co-construire. Et puis, dans les domaines plus numériques, eh bien, Wikipédia, on peut voir qu'il est structuré aussi en communauté de projets, puisque chaque article est un projet en lui-même et ça fonctionne mieux. Et pareil pour OpenStreetMap. Vous avez des choses un petit peu plus interpays comme l'aimant innovation numérique, vous avez communauté entre la France et la Suisse tout autour du lac Léman, ou alors des sociétés même qui, alors comme ADO, alors c'est un groupe français, mais vous connaissez sûrement les magasins de bricolage de certaines marques, comme ADO, comme Weldom, Leroy Merlin, etc. Et ils avaient un problème, c'est que dans toutes les grandes entreprises, évidemment, c'est très hiérarchisé, et puis après, les groupes eux-mêmes, ils sont au-dessus. Et si les acheteurs de Leroy Merlin, de vis de Leroy Merlin, Brésil, ne coopèrent pas avec
les acheteurs de vis par exemple de Weldom Russie, eh bien, ils vont se faire doubler par tout le monde. Et donc, ils ont mis en place, effectivement, à l'intérieur même de la structure du groupe, eh bien, des fonctionnements totalement coopératifs sous forme de communauté de projet. Alors, pour ça, eh bien, on va essayer de regarder, on va commencer petit pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un groupe en réseau. Et pour ça, eh bien, rien de mieux qu'une équipe. Alors, regardez cette équipe de basket. Vous voyez la personne la plus à droite, là, qui a le ballon, en fait, la jeune fille. Eh bien, pour comprendre ce qui se passe, eh bien, elle n'a pas simplement besoin de comprendre ce qui se passe entre elle et la joueuse en bas. Est-ce que la joueuse aussi un peu plus en haut à gauche est démarquée, etc. Mais aussi les liens entre les deux joueuses, les deux autres joueuses, et pourquoi pas même la compréhension du lien de la joueuse entre elles-mêmes. Donc, vous voyez, si j'ai représenté ça par ce petit dessin-là avec des personnes, et au lieu d'avoir un système en étoile, cette fois, eh bien, on a plein de liens. Plein de liens, et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire, là, si je compte le nombre de liens simplement sur un réseau à 3 personnes, eh bien, on a dans les deux sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis, on va avoir la personne avec elle-même, peut-être, parce qu'il faut bien comprendre si elle a bien mangé, si elle est en forme, si je peux lui rebalancer le ballon, elle est plus fiable que d'habitude ou moins fiable, etc. Et donc, ça fait en tout 9, ça fait 3 x 3, 9. Et si vous avez 4 personnes dans le réseau, ça fait 4 x 4, etc., etc. Alors maintenant, si vous avez bien suivi et que vous vous rappelez que notre petit cerveau, il a une limite à 150 cases, j'allais dire, pour travailler avec d'autres personnes, et que si ces cases ne sont plus des personnes comme le système en étoile, mais des liens, eh bien, il faut qu'on regarde combien on peut avoir de personnes en plus. Alors, 12, si on en a 12, 12 x 12, ça fait 144. 13 x 13, ça fait plus que 150 et c'est raté. Donc, un des principes même des équipes en réseau, c'est que la limite n'est pas à 150, mais elle est à 12 sur le long terme. C'est-à-dire que sur le court terme, on arrive à dépasser ça, mais sur le long terme, si on veut travailler dessus plus qu'une semaine ensemble, mais qu'on veut travailler sur plusieurs mois, plusieurs années pour développer, par exemple, un territoire et sa monnaie, eh bien, on est limité à 12 et jusque dans les années 2000, eh bien, contrairement à la barrière des 150 en étoile qu'on avait dépassée il y a 10 000 ans, eh bien, la barrière des 12, on ne l'avait pas dépassée. À une toute petite exception près, parce que là, vous voyez, la plupart des équipes sportives, par exemple, pour reprendre un système d'équipes en réseau, eh bien, c'est 11 pour le football, etc. Mais il y a une exception quand même. Allez, est-ce que vous pouvez mettre d'ailleurs dans le chat si vous voyez une exception et laquelle? Alors, on va voir qui gagne. Donc, Cédric, tu me dis effectivement qui va trouver l'exception dans les équipes sportives qui a cassé déjà cette barrière. Pas de beaucoup, en fait, pour être tout à fait franc, mais un petit peu mieux. Alors, je ne sais pas s'il y a des réponses déjà. Moi, j'ai donné le rugby. Voilà, donc le rugby, voilà. C'est qui a dit ça en premier? C'est moi, mais j'avais un peu d'avance. C'est toi, mais toi, tu as un peu d'avance parce que tu es décalé. Donc, en fait, tu es hors jeu. Et bon, on verra, effectivement. Mais oui, le rugby, il est à 13 ou à 15. Et comment on fait? Comment c'est possible? Puisque normalement, c'est fait avec des êtres humains et ce n'est pas des extraterrestres qui jouent. Eh bien, tout simplement parce que, en fait, dans le rugby, la plupart des actions, eh bien, plusieurs joueurs avancent comme un seul homme. Dans le pack, par exemple, mais aussi dans la mêlée, par exemple. Et donc, en fait, un joueur de rugby n'a pas besoin de comprendre 15 personnes, il a besoin de comprendre moins de 12 unités, en fait, à tous les moments. Mais bon, c'est bien, mais si on passe de 12 à 15, ça ne fait pas vraiment un territoire, ça ne fait pas vraiment la région, et donc c'est un petit peu limité là-dessus. Bon, sache qu'il y a eu beaucoup de réponses autour du rugby, puisqu'il y a Étienne et Serge qui nous ont sorti ça aussi. Voilà, bravo à Étienne et Serge qui sont les premiers à réagir, voilà. Et donc, en fait, ce à retenir dans ces équipes, donc cette première méthode, eh bien, c'est que pratiquement tout le monde joue le jeu, puisqu'en fait, on voit d'ailleurs s'il y a quelque chose qui fonctionne pas entre deux personnes, etc. Puisque n'importe qui dans le groupe est capable de comprendre n'importe quoi, tout. Et donc, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, tout le monde joue le jeu, parce que sinon, ça se verrait si on faisait pas les bonnes choses. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de faire des grandes communautés en réseau et non plus des équipes? Alors, la réponse était non, et formellement non pour tous les anthropologues, jusqu'à la fin des années 90. Et on va voir qu'effectivement, pourquoi. Au passage, quand je dis tout le monde joue le jeu, il peut y avoir quelques exceptions. C'est-à-dire sur une petite équipe de travail à une dizaine, douzaine, quand vous êtes sur une équipe de travail pour faire du brainstorming, etc. Eh bien, oui, on peut être un peu plus. Il peut y avoir de temps en temps une personne, mais c'est l'exception. Alors, dans une grande équipe, dans une grande communauté, alors pour briller en société, on avait vu que les réseaux en étoile, ça s'appelle panoptique, et les
les communautés en réseau, eh bien, on les appelle holoptiques. Comme ça, vous pourrez. Alors, soit vous l'oubliez, soit vous le mettez dans un coin pour pouvoir briller en société. Voilà, mais bon, on va continuer de parler comme de communautés en réseau. Et le principe d'une communauté en réseau, c'est qu'en gros, personne ne fout rien. Puisque, en fait, là, ça se voit pas si jamais je fais rien, à quelques exceptions près. Et ce qui va nous intéresser et ce qui a changé la donne, c'est que ces quelques exceptions près, en fait, eh bien, c'est elles qui vont nous permettre de trouver la solution pour travailler avec des grandes équipes en réseau, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et pour ça, eh bien, ce qui est très intéressant et ce qui est très surprenant, et c'est pour ça qu'on a mis du temps à le trouver, plus 10 000 ans il y a 10 000 ans, on avait trouvé la première solution, là, on a mis 10 000 ans de plus pratiquement pour trouver la deuxième solution, eh bien, c'est que le pourcentage de presque, il est incroyablement constant. C'est-à-dire que c'est presque toujours, il y a pratiquement toujours autant d'exceptions, et ça, c'est totalement contre-intuitif, mais c'est bien fait. En fait, les personnes actives dans un groupe sont entre 10 et 20% quand on est dans un grand groupe. Et donc, ça veut dire que si vous essayez de pleurer parce que vous courez après les 80 ou 90%, eh bien, vous perdez votre temps. Par contre, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir suffisamment de monde dans la communauté pour que les 10 ou 20%, eh bien, ça fasse suffisamment de gens. Donc, j'aimerais bien avoir beaucoup d'actifs. Et combien ça fait beaucoup? Alors là, on va faire des mathématiques particulières, c'est des mathématiques pifométriques. C'est-à-dire qu'il y a je crois que c'est un économiste japonais, j'ai oublié son nom, qui disait qu'en fait, on s'est complètement planté. En fait, les mathématiques pifométriques, donc approximatives, ne sont pas des mathématiques, mais c'est vraiment les mathématiques des sciences de l'homme. C'est-à-dire que nous, on fait des calculs dans notre tête. À un moment donné, je vais dire, tiens, dans ce groupe-là, il y a beaucoup de monde actif, et donc, eh bien, j'aurai plus tendance à m'y mettre et on va être dans un cercle vertueux. Ou alors, je vais avoir le sentiment que c'est toujours les mêmes qui bossent et donc on va être dans un cercle vicieux parce que, évidemment, de moins en moins de gens vont pouvoir rentrer en plus parce qu'ils n'ont plus envie. Alors, combien ça fait beaucoup? Eh bien, beaucoup, je vous le donne aujourd'hui, ça fait suffisant. C'est-à-dire qu'il y en ait suffisamment. Oui, alors vous allez me dire, oui, mais suffisant, beaucoup, ça fait combien? Alors, pour ça, on va faire un petit exercice là-dedans et je vais vous demander de regarder cette photo-là. Alors, vous voyez une famille, là, vous voyez papa, maman, les enfants, tout ça, tout le monde va bien, ça va, vous avez regardé. Allez, maintenant, je vous présente donc un groupe. Je retire tout ça et maintenant, j'aimerais que vous mettiez dans le chat combien il y avait de personnes dans le premier groupe, enfin dans la première photo, et combien il y avait de personnes dans la deuxième photo. Et on va essayer d'en tirer évidemment quelques conséquences sur ce que les sciences cognitives nous apprennent justement de notre fonctionnement en groupe. Alors, j'attends un tout petit peu pour avoir les résultats. Cédric, évidemment, tu es hors course, mais tu vas pouvoir me dire quels sont les résultats qu'il y a. Donc, mettez dans le chat combien vous avez vu de personnes dans la première photo. C'est passé assez vite, hein, je reconnais. Et combien vous avez vu de personnes dans la deuxième photo. Alors, est-ce que tu as des premières réponses? Pour l'instant, pas encore. C'est en train de phosphorer. Alors, on a toujours ce décalage, c'est normal. Ça phosphore, mais a priori, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Si, alors 5,40, 5,30. Oui, allez encore, messieurs. Il y a encore d'autres? Donc là, c'est les dames qui répondent. Voilà, bah oui, c'est. Alors, je suis très fier de dire que les dames sont très très bonnes sur la première photo. 5, vous avez raison. Et tout le monde a tort pour l'instant sur la deuxième photo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses qui sont arrivées? 5,50 et on peut compter visuellement 30 la deuxième, 10 la deuxième, 40 la deuxième. Bon, il y a différentes réponses. 5,15. Aujourd'hui 25, mais bon, voilà. Pour des gens qui font de la monnaie, vous auriez pu dire 27,90 au moins plutôt que quelque chose de 10, 20, 30 simplement. Oui, mais je plaisante. Mais en fait, alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'attends un petit peu, peut-être que l'un d'entre vous va donner cette réponse-là, donc comme toujours avec le petit décalage. Le premier, c'est 5, et le deuxième, c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup? C'est plus que ce que je peux compter dans ma tête après, sans avoir compté avec les gens devant moi. Et c'est exactement le calcul que l'on fait lorsqu'on est dans un groupe. C'est-à-dire que pour savoir si les gens, il y a beaucoup de gens actifs, eh bien, je ne m'amuse pas à les compter de façon classique comme on fait à l'école, en mathématiques, etc. Non, à un moment donné, si j'arrive à voir que c'est toujours les mêmes qui bossent, et à 5, eh ben, ça se voit que c'est toujours les mêmes, eh bien, on va facilement avoir être capable de dire, voilà, ça fait 5, ça fait 4, ça fait 3, c'est facile. Et puis, si on en a, alors,
tiens, j'ai oublié combien c'était, je crois que c'est 42. Donc certains n'étaient pas très loin quand même. 42 personnes, eh bien là, personne n'arrive à compter, sauf quelques personnes pathologiques, quelques autistes Asperger, mais on va considérer qu'il n'y en a pas beaucoup dans vos groupes. Et donc, en fait, pour la plupart des gens, eh bien, il va y avoir beaucoup, et donc on va être dans un cercle vertueux. Alors regardons ça. Beaucoup, c'est combien? Eh bien, c'est au moins 10. Pourquoi? Parce que notre capacité à compter, si vous avez mis 5 personnes, vous pouvez tous compter. Et en général, sauf si vous n'avez vraiment pas fait attention, mais normalement, même si vous n'avez pas une bonne mémoire, eh bien, ça suffit parce que notre mémoire à court terme, elle compte jusqu'à 5. 6, 7, 8, jusqu'à 9, ça dépend de vous. Ça dépend, certains y arrivent, d'autres n'y arrivent pas. Donc, en gros, notre capacité de mémoire de travail est compris entre 5 et 9. C'est bien qu'à partir de 10, très précisément 10, eh bien, c'est trop pour tout le monde pour qu'on puisse compter. C'est-à-dire que si je vous avais mis même simplement 10 personnes, vous n'auriez pas été capable de compter. Et donc, ça veut dire que beaucoup, c'est 10. Alors maintenant, on va pouvoir faire un petit truc très intéressant, mais qui va nous donner une clé gigantesque pour la suite. Rappelez-vous, eh bien, on voudrait qu'il y ait beaucoup de monde qui soit actif. Beaucoup, donc il nous faut au moins 10 personnes. S'il y a beaucoup de monde actif, et donc il y a au moins 10 personnes, si vous en avez 11, 12, 13, bah, tout va bien. Hein. Par contre, on sait que les actifs, ils sont entre 10 et 20%. Alors, si vous êtes excellent et que votre groupe fonctionne bien, vous êtes à 20%. Vous êtes rarement plus, sauf dans les cas très, très spécifiques événementiels, hein, mais sinon, le reste du temps, en moyenne, eh bien, vous êtes plutôt à 20%. Et si votre groupe fonctionne moyennement, eh bien, il est plutôt à 10%. Et si vraiment il est moins, c'est qu'il est pathologique. Mais sinon, en général, c'est toujours entre 10 et 20%. Donc, on va dire, allez, on a 10% de gens qui sont actifs dans le groupe. Ces 10%, pour être beaucoup, ils devaient être 10. Combien doivent être les 100%? Alors, je vous donne le résultat parce que là, on est en train de faire des calculs approximatifs un peu bizarres. Mais si il faut 10 personnes actives et que ces 10 personnes sont 10%, eh bien, les 100% seront 100 personnes, tout simplement. Et donc, suffisamment d'actifs, il faut au moins 100 membres. Pourquoi? C'est-à-dire que si vous avez 100 membres dans votre groupe, eh bien, vous aurez toujours, sauf si vraiment tout le monde est parti, qu'il y a un grand conflit, etc. Mais en général, même si vous n'êtes pas bon, même si bon, etc., vous aurez toujours au moins 10 personnes actives et donc suffisamment d'actifs pour avoir votre cercle vertueux. Donc, notre clé là qui va nous intéresser, c'est que pour qu'une communauté en réseau fonctionne, contrairement à une petite équipe, hein, comme on l'a vu en football, où il ne faut pas être trop, eh bien là, il faut être le plus nombreux possible d'une certaine manière, mais au moins 100 personnes. Alors, finalement, si je regarde ces groupes en réseau, alors ils ont chacun leurs avantages. La petite équipe projet, elle, c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir des résultats précis, parce qu'à 10-12, on bosse super bien, hein, même à 5, 6, 7, enfin, allez, entre 3, parce que 2, c'est pas vraiment un groupe, jusqu'à une douzaine, l'être humain, il se débrouille très bien, il fait des tas de choses, et on a des projets, des fois, qui avancent bien concrètement. Et puis, par contre, quand on est très nombreux, quand on est 100, eh bien, on peut avoir suffisamment de participants, mais quand je dis 10%, ce n'est pas forcément les 10 mêmes. Ce n'est pas toujours les mêmes 10. Donc, ça peut être des personnes. Et donc, c'est un peu plus difficile d'avoir des résultats précis. C'est-à-dire que c'est très bien parce qu'on va avoir suffisamment d'activité, mais c'est plus difficile à planifier qu'une petite équipe parce qu'on ne sait jamais à l'avance quels seront les 10% de personnes qui vont participer parce que ça peut changer. Donc, finalement, par contre, la communauté, elle nous apporte de l'intelligence collective, de la légitimité, du passage à l'échelle, etc. Et donc, en fait, la petite équipe, elle nous apporte des résultats concrets. La grande communauté, toujours en réseau, bien sûr, eh bien, ça nous apporte du passage à l'échelle, de l'intelligence collective, de la visibilité, énormément de choses. Et on aimerait bien avoir la vieille question qui est comment avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire tous les résultats qu'on peut avoir avec les petites équipes projets et le résultat en intelligence collective. Et alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est qu'après des milliers d'années de recherche, eh bien, on a enfin trouvé la solution à comment avoir le beurre et l'argent du beurre. Et je vous le donne en mille, il suffit d'avoir la moitié du beurre et de garder l'autre moitié pour acheter la tartine de manière à pouvoir tartiner dessus, comme vous le voyez ici. Et donc, finalement, eh bien, on va essayer d'avoir à la fois une grande communauté et des petites équipes projets. Et donc, on va mettre en place une communauté de projets. En fait, on va faire une symbiose entre des petites équipes projets et une grande communauté. Vous voyez cette photo du fameux crocodile là, et puis le petit oiseau qui s'appelle un pluvian. Et le petit oiseau, lui, alors il est tout petit, mais il nettoie les dents du crocodile parce qu'il va bouffer tout ce qu'il y a dedans, donc c'est bien pratique. Et le crocodile, il ne le mange pas parce qu'il trouve son intérêt, parce qu'il a les dents nettoyées et donc il a moins de caries. Et le petit oiseau, il trouve son intérêt parce qu'il a de quoi bouffer sans aller chercher très très loin. Et donc finalement, eh bien, on a une symbiose entre grand et petit. C'est exactement ça. On va faire une symbiose entre une grande communauté. Et maintenant, vous savez qu'il faut au moins 100 personnes et des petites équipes projets. Et vous savez que, sauf ponctuellement, lorsqu'on se
réunis, mais en général, eh bien, vous ne dépasserez pas beaucoup les 12, et si vous en avez un 13e, en général, il va finir crucifié. Au passage, je plaisante là-dessus, mais la sagesse populaire avait déjà découvert ces limites de 12, mais par l'expérience, il y avait 12 places dans l'Olympe, et il fallait qu'un dieu soit viré pour en mettre un nouveau dans l'Olympe, et puis dans la Bible, eh bien, on voit effectivement il y a 12 disciples, et donc quand Jésus était parti, eh ben, voilà, ils travaillaient en réseau parce qu'ils n'avaient plus de centre. Et le 13e, évidemment, il a été un peu crucifié dans l'histoire. Alors, du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va falloir essayer de comprendre les règles dans les grandes communautés réseau, parce que les petites équipes, je ne vais rien vous apprendre. La gestion de projet dans une équipe, vous savez très bien faire ça. On a tous été formés, on est dans une culture de ça, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que dans les grandes communautés, eh bien, ça fonctionne différemment. On a vu dans les petites équipes, bah, tout le monde bosse à quelques exceptions près, et dans les grandes communautés, personne ne fait rien à quelques exceptions près. Et j'ai même été très surpris parce qu'au départ, quand j'ai fait mon livre là, dont je vous ai parlé en 2000, eh bien, j'avais l'impression que c'était. On a une perte de flux. J'avais trouvé quelque chose de. Qu'est-ce qu'il y a? On a une perte de flux. J'ai l'impression que on a eu un. Ah, on n'est plus connecté. Non, ça a l'air de continuer. Bon, ok, autant pour moi. Désolé, Théo. Mettez dans le chat si vous entendez bien, si tout va bien. Donc, je continue. Et donc, dans les grandes communautés, effectivement, c'est totalement contre-intuitif parce que je me disais, allez, je vais trouver des choses différentes dans la gestion de projet coopératif par rapport à la gestion de projet classique telle qu'on la connaît tous. Mais non, c'était pas différent, c'était très exactement l'opposé. Allez, je vais vous prendre des exemples précis. Et en fait, il faut être opportuniste. Alors, je prends évidemment des termes qui sont négatifs dans la gestion de projet classique, mais effectivement, on travaille par opportunité plutôt que par contrainte. Ou alors, il faut être feignant. Enfin, bon, il faut savoir déléguer. Mais vous voyez, tout ce qui est négatif dans les petites équipes projet est positif dans les grandes communautés et vice-versa. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps, parce que c'est assez contre-intuitif et que si Linus Torvalds a été un des premiers aussi à réussir à travailler en réseau, en grande communauté aussi, c'est simplement parce qu'il a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire et que, paradoxalement, c'est arrivé. Alors finalement, eh bien, pour ça, eh bien, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une grande communauté. Dans une petite équipe en réseau, allez, il y a ceux qui sont actifs et puis une ou deux exceptions de ceux qui font rien. Mais si beaucoup de gens font rien, eh bien, on va essayer de distinguer les actifs et les inactifs et on va essayer de regarder les différentes choses. Alors pour ça, déjà, on va aller un petit peu plus loin. On va distinguer dans les actifs les proactifs, ceux qui prennent des initiatives, qui vont lancer, par exemple, un projet, qui vont proposer des choses nouvelles, et puis les réactifs qui sont prêts à donner un coup de main quand on va voir les choses. Et puis, on va voir les inactifs. Alors, on en était là juste dans les années 2010 à peu près. Et alors, on travaillait justement avec un groupe d'intelligence collective à la Fondation Internet Nouvelle Génération, là où je travaillais. Et j'avais monté un groupe d'intelligence collective avec 130 spécialistes, etc. Et donc, dedans, dans ce groupe, bah, c'était un groupe, même si c'était un groupe sur l'intelligence collective, c'était un groupe coopératif. Et donc, sur les 130, eh bien, on avait entre 10 et 20%. Donc, on avait une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui travaillaient à peu près à un moment donné, à un moment T. Et voilà. Et donc, quand on a commencé à présenter ce truc-là, par contre, on a eu une révolte fantastique, c'est-à-dire de tas de gens qui disaient « Moi, j'ai jamais parlé, mais quand même, là, vous exagérez, parce que, en fait, vous dites que nous, on ne fout rien, je suis tous les messages, j'essaie de les appliquer dans ma propre communauté, donc je passe un temps complètement fou. En plus, il y avait un nombre de messages, c'était assez impressionnant. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de travail, et vous dites qu'on ne fout rien et qu'on est inactif, c'est quand même du gonflé. Alors, on a appelé ça la révolte des observateurs, et on s'est rendu compte qu'entre les gens qu'on voyait, qui réagissaient, et les gens qui étaient complètement inactifs et qui ne regardaient même pas, eh bien, on avait des observateurs. Et ça a été une vraie révolution, parce que les observateurs, eh bien, c'est des personnes qu'on ne voit pas en général, parce qu'ils ne réagissent pas, quand vous leur demandez quelque chose, ils ne répondent pas, mais ils regardent ce qui se passe. Et donc, regardez, ça ressemble un peu à des marches d'escalier, et donc on va essayer de voir comment on peut faciliter ces différentes marches, et comme il manquait la marche des observateurs, effectivement, eh bien, il y avait souvent une barrière, donc on va voir comment la dépasser. Alors, on peut rajouter évidemment un dernier niveau, c'est ceux qui ne sont même pas membres de la communauté et qui pourraient le devenir demain, surtout si la communauté est très ouverte, et, par exemple sur la région. Alors, on sait aujourd'hui, vous l'avez vu maintenant, que les réactifs étaient incroyablement constants, c'est toujours 10 à 20% de la population. Et les proactifs, c'est 1 à 5%. C'est une règle qu'on appelle la règle des 1%. Alors, sur Wikipédia en français, c'est la règle des 1%. Des fois, ça s'appelle la règle des 99,1. Et c'est passé d'un papier qui date déjà de 92, qui montrait une participation inégale en ligne, mais qui montrait, et c'est aujourd'hui bien vérifié, on l'a revérifié au temps des Facebook et de tous les réseaux sociaux, etc. Eh bien, ce type de fonctionnement-là, il fonctionne incroyablement bien.
Sauf exception, évidemment, lorsqu'on est sur un événementiel, quand on est au tout début ou des choses comme ça. Mais sinon, sur la durée, vous aurez toujours 10-20% et 1 à 5% de proactifs. Au passage, on ne sait pas après les observateurs et les inactifs parce que les études. Alors d'abord, c'est très récent que l'on ait commencé à voir qu'il y avait des choses dans le dessous de l'iceberg, si vous voulez. Et donc, on ne sait pas trop, effectivement, là. Et on ne sait pas si les pourcentages sont constants ou non. Mais par contre, je peux vous dire, effectivement, ils sont constants. Alors, on va essayer. Alors, encore une fois, tout ça, c'est vrai, sauf dans les par exemple en présentiel. Si vous faites une rencontre, par exemple, des monnaies complémentaires, le 21 et 24 mai, pub, eh bien, pendant 4 jours, eh bien, vous pouvez avoir 100% de participation. Et ça, c'est pas un problème parce qu'on est sur un moment court. Mais par contre, sur l'ensemble de l'année, sur la deuxième année, je ne sais pas depuis combien de temps existe cette communauté des MLCC, mais voilà, eh bien, il faut, voilà, ça. Depuis combien? 2011. Donc, ça veut dire qu'effectivement, depuis 9 ans, eh bien, là, on ne peut pas avoir tout le monde 100% de participation comme on le voudrait. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est pareil, évidemment, sur votre région, lorsque vous développez votre monnaie sur la région. Et puis, voilà. Et donc, à court terme, vous pouvez effectivement faire des choses, hein, mais sinon, sur le long terme, on est vraiment sur ces chiffres-là. Alors, on va essayer. Maintenant, on a quand même pas mal des éléments. Rappelez-vous, on veut que notre groupe il se développe le plus naturellement possible, c'est-à-dire sans courir après les gens. Et donc, au lieu d'essayer de courir après tous ceux qui ne foutent rien, on va essayer d'avoir suffisamment de gens pour avoir suffisamment de gens qui participent. Alors, eh ben, on sait aujourd'hui qu'il faut avoir 100 personnes pour avoir beaucoup de réactifs. Hein, c'est-à-dire beaucoup, vous savez maintenant que c'est au moins 10, parce que c'est plus que ce qu'on peut compter, et donc on va avoir ce cercle vertueux. Le passage de 9 à 10, il est assez précis. Le passage des 100 personnes, il est un peu moins précis. Hein. Si vous avez 95 ou 105, bon, c'est pas ça, mais en gros, si vous avez 100 personnes, vous avez des bonnes chances que votre groupe il se développe sans problème et avoir ce cercle vertueux. Et puis, alors, il y a quand même un problème, c'est que les proactifs, si vous en avez entre 1 et 5%, imaginez vous avez 100 personnes, et vous avez 1% de proactifs, donc qui montent un projet par exemple, et bien il n'y en avait qu'un seul, et c'est plus un groupe en réseau évidemment, parce que ce qui est intéressant dans le réseau, c'est un réseau des plus proactifs qui vont aussi proposer des tas de choses, etc., et qui vont travailler après avec les réactifs. Et donc en fait finalement, si on n'a qu'une seule personne, ça ne marche pas. Donc finalement la communauté telle qu'elle est bien pour les réactifs, mais il faudra encore beaucoup plus grand si on voulait être comme ça. Sauf qu'on a déjà trouvé la solution, parce qu'en fait finalement, dans la communauté de projet, eh bien chaque projet a un proactif. D'une certaine manière, le porteur de projet. Et même s'ils sont 2 à porter un projet, sur une partie du projet là-dedans, eh bien, ça fait 2 proactifs sur ce projet-là. Et donc, si vous avez 10 projets, par exemple, avec 100 personnes, eh bien, au lieu d'avoir les 1 à 5 proactifs, eh bien, vous en aurez entre au moins une dizaine. Et donc, tout va bien. Donc, ça veut dire que l'astuce, c'est que grâce à la grande communauté, au moins 100 personnes, on a suffisamment de réactifs. Et grâce au fait que l'on n'a pas un seul projet, mais qu'on met des petits projets en réseau, eh bien, on va avoir suffisamment de proactifs. Là, on n'a pas besoin d'en avoir des tonnes et des tonnes, mais il faut en avoir plusieurs quand même pour que ça fonctionne bien. Alors, ça, c'est bien. Et grâce à ça, vous pouvez avoir un groupe vraiment actif qui va produire des choses en ayant la communauté de projet. Mais on a quand même une question, c'est qu'on veut un groupe actif, mais on voudrait qu'il soit actif sur la durée. On voudrait bien que après, dans les 11 prochaines années, dans les 9 prochaines années, puisque là c'est 2011, enfin, disons pour les 10 prochaines années, eh bien que ça continue de fonctionner. Et donc, on voudrait faire ça, mais évidemment, dans une communauté, il y a toujours des gens qui vont se désimpliquer. Et c'est normal, puisqu'il y a des gens qui vont, par exemple, déménager, d'autres, ils prennent la retraite ou ils font autre chose, d'autres, ils ont perdu leur conjoint, leur voiture, leur boulot, et ils ont peut-être d'autres choses à penser. Enfin bref, tout peut arriver, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui se impliquent. Et donc, on va essayer de voir comment fabriquer de l'implication sur la durée. Maintenant que vous avez notre première clé, donc notre première clé, je vous rappelle, c'est faire une communauté de projets pour avoir suffisamment de personnes actives, réactifs et proactifs. Hein, on a vu plusieurs projets et beaucoup de réactifs, c'est-à-dire au moins 10. Eh bien, on va voir maintenant comment aller sur la durée. Alors pour ça, eh bien, on va reprendre un peu nos différents niveaux et vous voyez que c'est un peu comme des marches d'escalier. Alors allez, on va les représenter comme des marches d'escalier. Finalement, eh bien, on peut avoir des gens qui sont proactifs, réactifs, observateurs, inactifs, non-membres aussi tout en bas. Et alors là, j'ai quand même dit une petite bêtise, c'est que en fait, quand je vous dis
ça c'est des membres, c'est pas tout à fait vrai, c'est des rôles. Et pour ça, je vais vous demander de faire de penser dans votre tête sur différentes communautés. C'est-à-dire que vous faites partie d'une communauté régionale, par exemple sur les monnaies, vous faites partie d'une communauté nationale, mais vous faites aussi peut-être partie de communautés professionnelles, sportives, amicales, familiales, etc. Donc vous faites partie de plein de communautés, y compris sur les réseaux sociaux et autres, etc. Donc vous êtes sur plein de communautés. Alors j'aimerais que vous puissiez réfléchir un petit instant pour dire, voilà, est-ce qu'il y a au moins une de ces communautés où vous êtes proactif, vous prenez des initiatives? Alors très probablement, là, vous allez me dire oui. D'ailleurs, vous pouvez le mettre dans le chat. Hein, voilà, n'hésitez pas. Et donc finalement, eh bien voilà, vous êtes sûrement proactif dans au moins une communauté. Alors oubliez cette communauté-là, mettez-la de côté. Est-ce qu'il y a une autre communauté dans laquelle vous n'êtes pas proactif, c'est-à-dire vous ne prenez pas d'initiative, mais quand on vous demande un petit coup de main, bah, vous le donnez tout simplement. Ça peut être familial, encore une fois, sportif, ça peut être professionnel ou autre, hein, ça peut être la cousinade ou ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous êtes réactif dans d'autres communautés? Et vous allez me dire probablement oui. Est-ce qu'il y a d'autres… alors, je ne sais pas, je pense que les oui peut-être arrivent un peu dans le chat. Évidemment, comme il y a un petit décalage, voilà, mais je suis sûr que vous êtes au moins proactif dans une communauté, au moins réactif dans une communauté. Est-ce que vous êtes observateur? C'est-à-dire qu'il y a des communautés, au moins une, alors oubliez les deux premières, hein, est-ce qu'il y en a une au moins où vous observez ce qui se passe, ça vous intéresse, mais finalement vous ne réagissez pas parce que voilà, vous avez autre chose à faire, vous êtes dans plein d'autres trucs, etc. Et donc, est-ce que vous êtes observateur dans au moins une communauté? Et probablement, vous allez me dire oui. Allez, dernière question. Est-ce qu'il y a au moins une de ces communautés, dans toutes les communautés, où vous êtes inactif? Et là, peut-être que vous allez me dire non, simplement parce que vous avez oublié de faire partie, que vous faites partie de cette communauté, parce que vous êtes tellement inactif, vous avez oublié que vous en faites partie. Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'en général, la morale de tout ça, c'est qu'on est tous un peu proactifs, réactifs, observateurs, inactifs. On fait une balance, on ne peut pas être proactif dans toutes les communautés. Ça serait bien que dans la communauté que vous voulez développer, eh bien, il y ait suffisamment de proactifs et de réactifs, mais c'est des rôles qu'on va prendre et vous pouvez monter, descendre l'escalier dans chaque communauté pour être plus ou moins actif. Et donc, on va voir comment ça se passe. Et pour ça, eh bien, comme tous les escaliers, eh bien, c'est facile, il y a des gens qui descendent. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, en fait, le pourcentage, malgré tout, de personnes réactives ou proactives dans une communauté était constant, ou assez constant du moins. Et donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui désimpliquent, en théorie, il devrait y avoir des gens qui s'impliquent naturellement. Donc, la situation naturelle, c'est qu'il y a des gens qui vont s'impliquer dans la nouvelle communauté, et dans les faits, ça n'arrive pas toujours. Pourquoi? Eh ben, ça sert, c'est pas parce qu'on les tire pas, on les pousse pas, ça sert à rien de tirer les gens, de pousser les gens dans l'escalier pour essayer de les faire monter, etc. Non, ça marche pas. Par contre, c'est souvent parce que la marche d'escalier est cassée. Et donc, on va essayer de s'intéresser à être sûr qu'il y ait toutes les marches d'escalier et que chaque marche d'escalier fonctionne correctement. Et qu'est-ce que c'est qu'une marche d'escalier là-dedans? Eh bien, c'est une activité qui facilite le fait que des réactifs deviennent proactifs. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Ils sont 10 fois moins nombreux que les réactifs, donc les proactifs. Donc, ça veut dire que, allez, un réactif de temps en temps qui prend des initiatives, qui lance un projet, eh bien, ça compense largement le proactif qui descend. Et pareil pour les observateurs. Donc, il faut une activité pour que les observateurs deviennent réactifs. Pareil pour les inactifs deviennent observateurs ou les non-membres deviennent inactifs. Et donc, ou du moins deviennent dans la communauté. Et donc, vous voyez, eh bien, on va avoir des communautés. On va avoir donc 4 activités que j'ai appelées répit. Et il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est parce qu'il n'y en a que 4, R-E-P-I, mais ça va nous apporter un certain répit parce qu'en fait, on va faire en sorte, en mettant en place ces 4 activités-là, que naturellement, les marches d'escalier soient là pour que les gens, ceux qui doivent s'impliquer, vont s'impliquer de nouveau. Et puis ceux qui se désimpliquent, c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et il y a des gens qui vont s'impliquer moins. Et donc, sur la durée, votre communauté qui était déjà active, parce que c'était une communauté de projet, va devenir une communauté active et durable. Au passage, j'ai quand même une bonne nouvelle aussi pour vous, c'est que vous allez peut-être voir dans ces 4 activités, il y a des activités sur lesquelles vous êtes bon, et peut-être des activités sur lesquelles vous êtes moins bon. Eh bien, ce n'est pas très grave parce que vous pouvez être pas bon sur une activité, sur 2, sur 3 ou même sur les 4. C'est pas bon, c'est un peu moins bien, bien sûr, mais vous avez quand même, ça marche quand même. Par contre, si vous oubliez une seule de ces 4 activités, eh bien, vous avez une marche d'escalier qui est cassée. Et alors là, par contre, là, vous allez avoir des problèmes. Donc, vous avez le droit de ne pas être un super animateur dans tous les cas de figure, dans tous les types d'activités. C'est pas grave. Mais par contre, vous devez être sûr, et c'est ça le secret aussi, notre deuxième secret, notre deuxième clé, c'est que vous devez mettre en place au niveau de la communauté, donc de l'ensemble, puisqu'on a déjà vu au niveau des projets, là vous savez faire, mais au niveau de la communauté, 4 activités. Et ces 4 activités, elles ressemblent un petit peu à ce qu'on trouve aussi dans la gestion de projet, mais
il y a pas mal de pièges parce que justement, c'est pas exactement pour la même chose. Le R, eh ben, c'est des rencontres. Alors, qui vient aux rencontres? Eh bien, c'est plutôt les gens actifs. Pour venir à une rencontre, on vous donne un rendez-vous, alors que ce soit une rencontre à distance ou une rencontre en présentiel. Eh bien, il faut au moins réagir pour venir à la rencontre. Donc, les observateurs n'y sont pas. Il y aura que les réactifs et les proactifs. Par contre, cette rencontre régulière, eh ben, rappelez-vous, c'est surtout dans les projets qu'il se passe des choses vraiment concrètes. Donc, en fait, on ne va pas produire grand-chose. Vous pouvez inviter des gens, vous pouvez faire des choses un peu sympas. On va s'entraider, on va faire du lien, il faut que ça soit du fun, etc. C'est très bien. Mais finalement, quelle est la vraie fonction de cette rencontre, de ces rencontres régulières, en fait, là-dedans? Eh bien, c'est que quelques actifs, de temps en temps, disent « Ah oui, tiens, tu montes ces projets-là. Moi, j'aurais bien envie de monter à ce projet-là, mais j'ose pas parce que je sais pas trop comment faire. » Et alors, les autres qui disent « Bah tiens, tu sais, on peut t'aider là-dedans parce que nous, on a fait ça, t'inquiète pas, c'est pas très compliqué. » Et puis, voilà, et hop, on a un réactif qui est devenu proactif. Donc, vous voyez que le vrai but dans une grande communauté d'une rencontre est un petit peu différente d'une rencontre de projet, où malgré tout, avoir un peu de fun, du plaisir, de la convivialité, c'est sûr que ça aide dans tous les cas de figure. Mais le vrai fond derrière des rencontres de la régulière, c'est que ces rencontres vont permettre aux réactifs, à quelques réactifs, de devenir proactifs. Et du coup, pour les proactifs aussi, c'est une stimulation, parce que de toute manière, les rencontres, c'est extrêmement stimulant pour tous les plus actifs. Mais évidemment, nos observateurs, si on s'arrête là, eux, ils ont vu ça et il ne se passe pas grand-chose. Donc, on a besoin d'échanges entre les rencontres. Mais alors là, il y a quelques pièges à faire parce que, rappelez-vous, cette fois, nous, ce que l'on veut, c'est quelque chose pour les observateurs. C'est-à-dire vraiment, bien sûr, ça pourra servir pour les réactifs et les proactifs, mais ça doit être indispensable pour que nos observateurs, que quelques-uns, puissent réagir. Alors, ce n'est pas une discussion, parce qu'une discussion, c'est bien pour tous les plus actifs. Et on peut discuter lors des rencontres. Si on veut mettre en place des discussions en ligne, parce que les actifs ont envie de continuer à en discuter entre deux, on met un forum, on met un Slack, on met un Loomio, on met tout ce que vous voulez, les outils qu'ils auront choisis, c'est pas un problème. Mais si les observateurs, vous commencez à les inonder avec ça, eux, ils s'en foutent de la discussion. C'est pas ce qui les intéresse. C'est pas non plus une lettre d'info. Alors, on en reparlera, la lettre d'information, c'est bien, mais ça présente tout ce qui s'est passé. Ce dont a besoin vraiment l'observateur, c'est de comprendre exactement qu'est-ce qui va se passer et comment il peut participer. Donc, en gros, la prochaine étape d'un projet, le projet sur la plantation des artichauts au Tibet, dans la région je ne sais pas quoi, se réunit samedi à 15h à tel endroit, alors en ligne, parce qu'on est confiné, ou alors à tel endroit, et vous êtes tous les bienvenus. Vous voyez que ça, c'est intéressant parce que c'est un message extrêmement court. Par contre, ce message-là, l'observateur, il a l'information de qu'est-ce qui se passe. Il sait même que ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui sont déjà venus. Et vous allez voir que quelques observateurs, naturellement, avec ces échanges entre les rencontres, qui sont ni des discussions, ni une lettre d'information numérisée, vont faire ça. Et pour ça, évidemment, il faut que ces échanges ces informations-là soient apportées par les porteurs de projets eux-mêmes plutôt que de façon centralisée, mais on va y revenir. Alors, bien sûr, ces échanges, ils vont être utiles aussi parce que les réactifs, les proactifs, ils auront les prochaines étapes, donc tout va bien, c'est bien, mais c'est indispensable pour les observateurs. Pour les inactifs, eux, vous pouvez toujours les inviter dans une rencontre, ils ne se rappellent même plus à quoi ça sert la communauté. J'ai rien dit contre YouTube. Live stream is on. Ah, voilà, donc j'espère que vous nous rejoignez. Est-ce que tu peux voir, Cédric, si on est revenu à peu près le nombre de personnes qui sont connectés? Je vais faire un petit coup sur le chat. Voilà, donc on a eu une petite interruption. Je n'ai pourtant pas dit de mal de YouTube, mais on a été coupé. En tout cas, dites sur le chat là, si tout est bien pour vous, si vous voyez mes transparents et si on peut continuer. C'est bon, ouais, tu peux y aller. Voilà, donc ça a coupé. On avait parlé des deux premières activités, les rencontres qui sont indispensables pour les réactifs et utiles pour les proactifs, les échanges entre les rencontres, donc des petits messages très courts sur la prochaine étape de chaque chose. C'est indispensable pour les observateurs et utile pour les réactifs proactifs. Mais les inactifs, eux, ils sont un peu paumés là-dedans et donc ils ont besoin de raccrocher les wagons. Et pour ça, ils ont besoin de ce que j'appelle un espace de partage. C'est-à-dire, en gros, classiquement, ça peut être un site de travail. Alors, c'est pas le site pour les financeurs, pour faire un joli truc, etc. Non, c'est avec les bonnes informations, avec premièrement le nom de la communauté et c'est quoi qu'elle fait, tout simplement, mais la liste des projets, la liste des ressources, le calendrier, bref, un certain nombre de choses. Si vous êtes plutôt sur un tiers-lieu au même endroit, ça peut être un simple panneau d'affichage aussi, mais bref, c'est un espace où on va partager pour que les inactifs puissent raccrocher les wagons.
Donc, c'est indispensable pour les inactifs, pour les aider, mais c'est aussi utile, comme on l'a vu, pour les observateurs réactifs et proactifs. Et alors, nos non-membres, eh ben, les non-membres, eux, alors rappelez-vous, les gens qui sont à l'intérieur de la communauté, ils sont en réseau, mais quand on est à l'extérieur de la communauté, on voit la communauté comme une sorte de point, et on n'est pas en réseau entre les personnes qui sont non-membres. C'est-à-dire que je ne suis pas en contact, en réseau avec les 6 milliards de personnes qui ne sont pas membres de votre communauté. Et donc, ici, eh bien, on va avoir besoin d'une activité en étoile pour toucher ces personnes-là, qui va être aussi utile d'ailleurs pour les autres, mais qui va être indispensable pour pouvoir toucher cette fois-ci les non-membres. Et c'est ce que, alors, donc on a vu que c'était pas un site vitrine, là, pardon, voilà. Eh bien, c'est ce que j'appelle un flux d'informations, c'est-à-dire une newsletter, un blog, des posts des réseaux sociaux, voilà, des choses comme ça. Et donc ça, c'est des informations donc plutôt en étoile, mais qui vont être extrêmement indispensables pour qu'un non-membre puisse avoir les informations cette fois de ce qui s'est passé et pour dire, ah, c'est pas mal, j'ai envie de venir chez vous. Et évidemment, cette lettre d'information, qui par exemple typiquement mensuelle, eh bien, va être utile pour les inactifs, les observateurs, les réactifs, les proactifs, donc tous les membres de la communauté elle-même. Mais vous voyez que ce qui est important, c'est que très souvent, on met en place une lettre d'information en disant ça sera utile pour tout le monde, mais il vous manque les parties indispensables pour les inactifs, pour les observateurs, pour les réactifs, pour les proactifs. Et donc, c'est ces parties indispensables qu'il ne faut pas oublier. Donc, n'oubliez aucune de ces 4 activités. C'est notre deuxième clé pour que cette fois, notre groupe il soit durable. C'est-à-dire qu'en fait, on est les marches d'escalier. Et encore une fois, si vous n'êtes pas excellent, ce n'est pas grave, ça marchera quand même. Alors, il nous reste, je vous ai promis 3 clés, il nous reste une dernière clé, et parce qu'il nous manque un rôle quand même. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans notre communauté de projet. Alors, rappelez-vous, d'abord, on n'est pas en train de monter une communauté en réseau, on est en train de monter une communauté de projets en réseau avec une symbiose communauté et petits projets. Et on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau des proactifs et des réactifs. Alors, pour les projets, il peut y avoir rarement quelques inactifs, mais ce n'est pas très grave. Et pour la communauté, on a vu qu'il y avait plein d'observateurs, plein d'inactifs, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les actifs. Alors, pour le projet, le proactif, c'est le porteur de projet. Bon, c'est le gars qui lance le projet en disant bah, tiens, moi j'ai envie de faire quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose pour développer la monnaie sur une cible particulière, hein, par exemple les habitants eux-mêmes ou je sais pas, les producteurs locaux ou je ne sais quoi. Ou ça peut être même quelque chose, puisque votre communauté, elle peut être sur le territoire et donc vous pouvez avoir des projets monnaie et des projets autre chose, mais de lien toujours dans le même esprit, dans la même culture, dans les mêmes valeurs. Avec les personnes du territoire. Donc ça peut être, je sais pas moi, vous pouvez très bien avoir des aquariums comestibles comme projet en plus des choses de monnaie, évidemment montés par des personnes qui auront envie, parce que dans votre communauté, il y a plein de gens qui sont sur le territoire. Et puis tout le reste de l'équipe, en général, c'est des réactifs, on l'a vu à quelques exceptions près, mais en gros, voilà. Donc un projet, eh bien, on a des proactifs, c'est celui qui lance le projet, alors un ou quelques porteurs de projet, et des réactifs. Dans la communauté, eh bien, on avait vu qu'il y avait les 10-20% de la communauté qui pouvaient réagir quand on leur disait bah, tiens, il y a quelque chose, ou alors qu'est-ce que vous pensez si on lançait un nouvel tel projet? Eh bien, vous allez avoir naturellement 10-20% des gens qui vont répondre. Mais les proactifs, ils sont déjà dans les projets. Donc, en fait, la communauté de projets, tous ces proactifs, finalement, c'est plutôt des porteurs de projets. Et ici, bah, il manque quelqu'un ici. Donc, il manque en fait que les porteurs de projet aussi, puisque comme il n'y a pas de proactif là-dedans, les porteurs de projet, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent à leur projet, mais ils oublient complètement de parler de la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, en général, ils vont voir les membres de leur projet habituel, et puis de temps en temps, il y en aura quelques-uns en moins, mais il n'y en aura pas des nouveaux parce qu'ils auront oublié de communiquer leur prochaine étape. Et donc, du coup, ils sont proactifs dans le projet, mais ils ne sont pas proactifs dans la communauté. Au mieux, ils sont réactifs, mais ils ne sont pas proactifs en général. Et donc, ça veut dire qu'il nous manque effectivement un rôle pour rappeler simplement, alors un rôle très simple, simplement dire aux porteurs de projet, ça serait bien que ta prochaine étape, ta prochaine rencontre, tu la partages avec la communauté pour que ceux qui veulent venir aussi puissent venir, tout simplement. C'est aussi simple que ça, mais ça va tout changer. On va voir un petit peu plus précisément ce que c'est. Et ce rôle proactif, donc vous voyez, pour pas qu'il soit au centre, c'est pas un rôle de pouvoir, c'est pas un leader, c'est pas un community manager, parce qu'on aime bien parler de manager, mais non, c'est pas du tout ça. C'est ce que j'ai appelé un facilitateur ou un facilitateur de communauté en réseau, en fait, pour être plus précis. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que fait le facilitateur, lui? Il n'est pas là pour envoyer plein de messages, etc. Il est là pour appeler simplement le porteur de projet et puis lui dire bonjour, tu vas bien? Ouais. Est-ce que tu as une
prochaine étape de prévu pour ton projet? Oui, oui, on a prévu de se réunir dans 10 jours, là, etc. C'est bien, tu as la date et tu sais exactement, oui, oui, on se réunit sur Zoom ou sur je ne sais quel outil ou alors en présentiel si on peut, etc. Et troisième et dernière question du facilitateur, tu ne voudrais pas mettre un tout petit message très très court au reste de la communauté pour le partager, de manière à ce que ceux qui veulent venir puissent venir aussi. Et le porteur de projet qui ne le fait pas naturellement parce que lui, il pense à son projet, il pense pas à la communauté, eh bien, le facilitateur, lui, pense à la communauté et donc il appelle les porteurs pour qu'ils le fassent. Alors du coup, imaginez que le facilitateur, il doit contacter 3 porteurs de projet par chaque semaine. Ça veut dire qu'on va avoir, allez, si on fait ça avec une liste mail, alors rassurez-vous, ce n'est pas une liste de discussion, hein, parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas discuter, mais ce que j'appelle une liste d'échange. Pourquoi le mail dans ce cas-là? Parce que, effectivement, ça serait mieux de le faire sur Facebook, mais tout le monde n'a pas Facebook. Ça serait mieux de le faire sur LinkedIn, mais tout le monde n'a pas LinkedIn. Alors, on pourrait faire du Slack, mais tout le monde n'a pas Slack. Et puis, c'est pas grave, vous pouvez demander aux gens de télécharger ça, mais si vous demandez à un observateur qui ne réagit pas de télécharger quelque chose, ça marche pas. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'il reçoit dans sa boîte aux lettres un message très très court. Et alors, on a fait une étude pour savoir combien de messages, de mails, on pouvait tolérer parce qu'on ne veut pas être inondé. Ça a été la catastrophe. Et donc, en plus, avec Facebook a bien appuyé là-dessus pour dire, voilà, vous pouvez recevoir autant de messagers que vous voulez, ou autant de TikTok, tout ce que vous voulez. Mais par contre, le mail, on ne veut plus en entendre parler parce qu'évidemment, c'était trop ouvert pour Facebook. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. Et donc, en général, les gens, quand on leur demande combien vous voulez recevoir de messages par semaine, ils disent 1 par semaine. Et c'est doublement faux. C'est-à-dire que si c'est un long message du genre lettre d'information, 1 par semaine, c'est beaucoup trop. Moi, 1 par mois, ça me suffit. Après, 1 par semaine, ça me gonflait. Et je n'ai pas envie de recevoir une grande lettre d'information toutes les semaines. Par contre, si c'est un message très court, 3 lignes, qui dit simplement bonjour, le groupe, je sais pas moi, lien entre notre monnaie et puis les producteurs locaux se réunit et va faire telle chose, tel jour, telle heure, à tel endroit, et vous êtes tous les bienvenus si vous voulez y participer, eh bien, ça tient simplement sur 3 lignes, et à ce moment-là, si ça peut être lisible même par mail sur un téléphone mobile sans avoir besoin de scroller, ça, eh bien, effectivement, la tolérance, elle n'est pas de 1 par semaine, elle est entre 1 et 5, jusqu'à 5 sans problème, des fois un peu plus, mais jusqu'à 5, même pour des chefs d'entreprise, donc pour vous dire. Et donc, ça veut dire que si vous avez 3 porteurs de projet que vous appelez chaque semaine et que les 3 envoient un message, eh bien, tout va bien. Si jamais une semaine, il y en a un qui ne fait pas vraiment, il a dit « oh, je l'envoie, mais il ne le fait pas », c'est pas grave, vous en avez que 2, ça marche quand même, vous avez plusieurs messages par semaine. Et puis, si jamais il y a un 4e message qui arrive parce qu'il y a quelqu'un qui veut lancer un nouveau projet, ça marche aussi, on est dans les 5, donc tout va bien. Alors, on va essayer de regarder ce que ça donne. Ça prend 1 heure par semaine à peu près, hein, c'est la fameuse heure par semaine. Eh bien, nos observateurs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelques messages courts, très courts, allez, 2, 3, 4 maximum par semaine, mais qui leur donnent les prochaines étapes et en provenance de beaucoup de personnes différentes par mois. Et donc, du coup, là, ça devient extrêmement intéressant parce que ils se disent, d'une part, je vois exactement comment je peux faire, et en plus, eh bien, il y a, alors, s'il n'y en a que 3 par semaine, si le facilitateur il est un peu malin, il ne va pas appeler les 3 mêmes porteurs la semaine d'après, il va en appeler d'autres. Et donc, finalement, eh bien, dans le mois, on va voir beaucoup de monde parce qu'il y aura peut-être 10 personnes qui ont envoyé des messages, alors qu'il n'y en a que 3 par semaine, par exemple. Enfin, typiquement, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins, mais sans dépasser beaucoup. Alors, maintenant, on va résumer nos 3 clés. Là, on arrive à la fin, on va essayer de regarder et on va voir si dans notre petit cahier des charges du début, effectivement, on l'a bien rempli. Alors d'abord, la première clé, c'est que pour que ça marche en réseau, pour éviter les problèmes des groupes en étoile qu'on avait vu, avec peu d'implications, des guerres de pouvoir, etc., toutes ces choses-là, eh bien, au niveau de la région, vous pouvez développer une grande communauté en réseau de projets en réseau, plus exactement, de manière à pouvoir avoir ça. Et donc, on a vu que l'astuce, c'est d'avoir au moins 100 membres dans la communauté, même ceux qui ne foutent rien, et pour avoir beaucoup de réactifs, et plusieurs projets pour avoir suffisamment de proactifs. Au passage, 2 expériences absolument incroyables qu'on a faites et qui sont réelles. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un gars, il avait une centaine de personnes dans son projet et il n'avait que 10 personnes actives. Il était énervé un petit peu dans sa communauté et donc il a viré 90 personnes. Il a gardé que les 10. Et dans les 10, eh bien, comme ils étaient 10, les 10%, eh bien, 10% de 10, c'était 1, il était tout seul à bosser. Vous allez me dire, oui, non, mais ils étaient moins de 12. Ouais, mais quand on a commencé à rien foutre ou à être dans une grande communauté, on continue comme si on était dans une grande communauté. Et donc, il y a une certaine lenteur. Et donc, en fait, réellement, il s'est retrouvé tout seul à bosser, en n'ayant gardé que les actifs et en ayant viré les inactifs. À l'inverse, et c'était en Bretagne, c'était des bibliothécaires. Et on discute et ils me disent, oh là là, mais on est embêté parce qu'on a
pas la dynamique suffisante. Alors, ah bon, vous êtes combien? On est une cinquantaine. Et vous avez combien d'actifs? On a 5, 6, 7 des fois, mais bon, c'est pas suffisant. Effectivement, 5, 6, 7, vous voyez, c'est pas suffisant. On peut les compter a posteriori, donc voilà, bon, c'est pas très, ça marche pas bien. Alors, je leur dis, voilà, c'est simple, vous allez prendre 50 personnes, et puis de plus là-dedans. Ils me disent, mais non, c'est pas possible parce qu'on n'est que 50 bibliothécaires sur le territoire. Alors, on leur a proposé de faire quelque chose, c'est de prendre 50 personnes qui n'avaient rien à foutre, mais qui étaient d'accord pour aller dans la communauté. Enfin, pas complètement à côté, mais typiquement, par exemple, des usagers de la communauté, des bibliothèques. Alors, ils ont fait ça, ils ont rajouté 50 personnes, et le nombre d'actifs a doublé. Alors, pas forcément, d'ailleurs, ils ne venaient pas forcément des 50 nouveaux, hein, c'est-à-dire que des bibliothécaires qui étaient inactifs avant, parce que la communauté a doublé, simplement, sont devenus actifs. Et donc, le pourcentage est resté. Donc, vous voyez, c'est extrêmement contre-intuitif, cette clé-là, mais en même temps, ça a marché. Donc, rajoutez des personnes qui n'en ont rien à foutre, et vous aurez plus de monde actif. Supprimez des inactifs, et vous aurez moins d'actifs. C'est ça le paradoxe. Deuxième chose, pour que la communauté soit active, on l'a vu, communauté de projet, pour qu'elle soit durable, 4 activités répit, pour qu'on ait ce flux naturel d'implication. On a un flux naturel de désimplication, le flux d'implication doit être naturel, avec les rencontres régulières, les échanges entre les rencontres, l'espace de partage et le flux d'informations. Et la troisième et dernière clé, c'est avoir un facilitateur de communauté en réseau. Et son rôle, c'est simplement de rappeler à 3 porteurs de projets par semaine de partager leur prochaine étape avec le reste de la communauté, tout simplement. Donc, il passe 3 coups de fil. Moi, je me mets souvent une petite ardoise avec les 3 noms que je veux appeler dans la semaine, leur numéro de téléphone, comme ça je les ai sous les yeux. Et puis entre deux boulots, par exemple, je finis un dossier, tiens, je passe un petit coup de fil. J'ai pas réussi à l'avoir aujourd'hui, bon, je réessayerai demain. Et puis à chaque fois que j'en ai un, hop, je le barre. Et puis en général, j'arrive à faire mes 3 par semaine sans problème, vraiment de façon en prenant très très peu de temps. Et c'est ce facilitateur de communauté qui va permettre à tout le reste et à tous ces projets de pouvoir. Évidemment, les porteurs de projets vont s'impliquer, mais parce qu'ils font leur projet. Mais c'est grâce au facilitateur de communauté que cette mise en réseau des projets au sein d'une grande communauté va fonctionner. Et donc, on va avoir, c'est le seul rôle qui ne se développe pas naturellement. C'est-à-dire que si vous aurez des porteurs de projets qui vont même accepter de participer, de faire des choses naturellement, vous aurez des gens qui réagiront dans vos projets, vous aurez des gens qui réagiront dans la communauté, mais par contre, ce rôle-là, il n'est pas naturel. Et donc là, il faut vraiment avoir une personne qui accepte de faire ce rôle, qui garde en tête dans son temps de cerveau disponible, si vous me passez l'expression, le fait qu'il doit appeler 3 personnes. Et donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est très légitime, on s'en fiche, il est au service de la communauté, c'est pas un leader, limite même, il vaut mieux pas que ça soit quelqu'un de trop grande personnalité. C'est quelqu'un, alors des fois, même c'était des étudiants ou alors des retraités ou des personnes qui avaient un petit peu de temps et surtout qui avaient du temps de cerveau disponible, c'est-à-dire qu'ils pouvaient ne pas oublier. La personne qui est lancée dans 10 projets, c'est pas la bonne personne pour être facilitateur de projet parce qu'il va oublier de passer ces 3 petits coups de fil, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est un rôle à la fois très simple, mais avec quelqu'un de très régulier. J'ai même un facilitateur, il est comptable, et je peux vous dire que du coup, il est rigoureux, et ça, c'est bien, c'est chouette. Voilà. Mais ça peut être, c'est pas forcément le profil d'un leader. Au contraire, même, c'est plutôt un profil qui ne doit pas être leader pour pas être dans un enjeu de pouvoir au niveau de cette communauté, mais plutôt au service, non pas en faisant les choses, mais en aidant chaque porteur de projet à partager ses étapes. Alors, on va essayer de regarder si l'objectif qu'on s'est donné au départ, on a pu le remplir. On va reprendre les différentes choses. Donc, on avait vu qu'on voulait avoir suffisamment de participants sans leur courir après. Et plutôt que de leur courir après, on a vu que ça ne fonctionnait pas, courir après quelqu'un qui ne participe pas, ça ne change rien. Avoir 100 personnes dans votre communauté, ça suffit pour qu'il y ait suffisamment de personnes réactives dans votre communauté. Et avoir plusieurs projets, ça veut dire que vous aurez plusieurs proactifs. Donc, on a pu remplir cette partie-là. Suffisamment de coopération au sein du groupe. Alors là, l'avantage, c'est que la plupart des choses se passent au niveau des projets. Alors, il se trouve qu'il peut y avoir à un moment donné des conflits parce qu'il y a des enjeux, etc. Mais un conflit au niveau d'un projet, c'est 10, 12 personnes et ça marche pas toujours, mais au moins, on a la tête et la cognition suffisante pour pouvoir gérer ça. Donc, et si jamais ça foire, malheureusement, il peut y avoir un projet qui foire, qui rate, c'est pas très grave. C'est dommage pour le projet, mais la communauté de projet et les autres projets restent et donc, ça ne met pas en péril tout le reste. Par contre, au niveau de la communauté elle-même, de l'ensemble de la communauté, les enjeux sont bien plus simples et donc il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Le facilitateur, lui, il n'a pas beaucoup de pouvoir, donc c'est pas lui, c'est plutôt le petit gars qui donne un coup de main pour les choses, tout simplement, mais il n'a aucun pouvoir finalement, puisqu'il cause même très peu sur la liste. Et donc finalement, il y a plus de coopération parce qu'on a moins d'enjeux de pouvoir.
Et puis, on veut suffisamment de résultats concrets, et merci au projet, parce que justement, on n'a pas une communauté, mais une communauté de projets. Et là, eh bien, on a suffisamment de résultats concrets, collectifs, qui arrivent, et donc tant mieux. Et de façon naturelle, sans y passer trop de temps. Et donc, on a vu qu'il suffisait de faire la seule partie qui était pas évidente, pas intuitive, mais finalement, où le porteur de projet, il pensera à prévenir les personnes du projet, il ne pensera pas à prévenir les gens du reste de la communauté. Et donc, il faut juste quelqu'un qui le rappelle. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps, mais c'est un rôle absolument indispensable. Là où les groupes dans la communauté de projet ont un facilitateur qui ne fait plus le boulot parce qu'il fait passer 3 coups de fil dans la semaine, le groupe tombe. Là où le gars, il passe simplement 3 coups de fil, allez, même s'il y en a que 2 qui marchent, c'est pas grave, eh bien ça marche. Et voilà. Et donc avec ça, simplement avec cette petite chose-là, eh bien ça suffit amplement pour que des groupes de 100, de 1000 et même des fois plus, plusieurs milliers de personnes, eh bien fonctionnent de façon naturelle avec plusieurs projets, etc. Alors, du coup, eh bien, ça permet d'avoir des groupes qui se développent et produisent plus de résultats pour le plus grand nombre, évidemment, puisque en fait, quand vous faites tout ça, si vous voulez faire des communautés, ce n'est pas simplement pour vous faire plaisir, mais pour avoir un véritable impact sur votre territoire, sur la région, grâce à la monnaie, mais aussi grâce au développement de la monnaie, parce qu'il y a une communauté, parce que ce n'est pas simplement vous savez très bien, de mettre une monnaie dans un coin et puis hop, ça marche. Non, on a besoin de développer une vraie communauté d'habitants, de producteurs, de commerçants, de plein de gens là-dedans, et bien, à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir avoir des résultats pour le plus grand nombre. Pour terminer, je vais essayer de représenter tout ce que là, parce que là j'ai dit beaucoup de choses, donc là normalement à ce stade-là la tête devrait éclater, mais avec un petit dessin ça va être beaucoup plus facile. Si vous avez tout perdu, si vous avez tout oublié, eh bien je vous conseille simplement de retenir simplement ce dessin qu'on va faire, où on va retrouver tous les éléments importants. Pour ça, on va essayer de représenter la communauté en jaune. Alors une communauté, vous voyez, ça ressemble à un peu des marges escaliers avec des inactifs, des observateurs, des réactifs, des proactifs. Hein. Voilà, on a les différents niveaux. Et donc, les projets eux-mêmes, eh bien, ils sont sur la communauté, mais ils sont plutôt faits avec des gens qui sont réactifs en général. Alors, le porteur de projet, il est proactif dans le projet, mais il n'est pas forcément proactif dans la communauté. Hein, donc, vous voyez. Et puis, on peut avoir quelques personnes du projet qui ne réagissent pas dans la communauté, mais qui observent. Voilà. Donc, vous voyez, un projet, c'est un peu un truc posé, là, un peu sur réactif et un petit peu sur observateur. Et donc, vous avez plusieurs projets comme ça. Le facilitateur, lui, c'est le seul qui est au niveau proactif de la communauté. Et lui, il garde dans sa tête 3+1. Pourquoi? 3 coups de fil à donner, ça on l'a vu. Et puis, de faire en sorte qu'il y ait une rencontre aller par mois, par exemple. Et il n'est pas forcément là pour l'animer. Hein. C'est pas, à la limite, vous savez, vous mettez plein de personnes actives. Et là, la réunion, une rencontre non pas une rencontre de projet, mais une rencontre de communauté, elle s'anime assez facilement tout seul parce que tout le monde, chacun a ses propres besoins. On peut s'entraider, se donner des coups de main. Mais par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir une date. Donc, le 1, eh bien, c'est est-ce qu'il y a une date de prévue? Est-ce qu'on fait un sondage de date? Et puis, est-ce que cette date a été annoncée sur la communauté? Tout simplement. Alors, si je représente les 4 activités répit, hein, comme on avait tout à l'heure, eh bien, on va retrouver donc, nos proactifs, réactifs, observateurs, inactifs, hein, donc les mêmes niveaux. Et là, on va avoir des rencontres régulières indispensables pour les réactifs et utiles pour les proactifs. Les échanges entre les rencontres indispensables pour les observateurs et utiles pour les réactifs proactifs. Pareil pour l'espace de partage, indispensable pour les inactifs et le flux d'informations indispensable pour les non-membres pour aider à monter cet escalier. Voilà, j'ai terminé. On va pouvoir prendre là toutes les questions. Un petit cadeau au passage, si vous voulez aller un peu plus loin là-dessus. J'ai un livre. Alors, le livre, vous pouvez l'acheter en librairie, mais je vous propose de le télécharger gratuitement. Vous avez le droit de me pirater avec ma bénédiction. Je vous donne un livre. Donc là, c'est le moment de faire une copie d'écran, là, parce que comme ça, vous avez tout sur l'écran, c'est-à-dire la communauté. Active et durable, active parce que c'est une communauté de projet à gauche, durable parce qu'on a bien les 4 activités. Et voilà, et puis le petit lien qui vous permet, si vous le souhaitez, de télécharger le PDF et qui vous permettra de recevoir aussi des petits trucs d'animation, donc des petites vidéos que je fais chaque semaine. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai tourné une qui présentait justement les échanges entre les rencontres, partie la moins intuitive, la plus difficile, qui paraîtra, je crois, dans 15 jours. Donc voilà, et puis évidemment, comme toutes les choses, si ça ne vous intéresse pas, vous vous abonnez, il y a des liens de désabonnement partout, donc ce n'est pas un problème. Mais voilà, je voulais vous faire bénéficier aussi du livre pour vraiment avoir tous les éléments en bas. Voilà, j'ai terminé. Je vais peut-être arrêter le partage et puis on va prendre maintenant vos questions, vos réactions, vos insultes, peut-être pas. Alors, on peut discuter à la fois de ce qui a été dit là, mais aussi de votre propre communauté au niveau de la région, les questions que vous vous posez. Donc, c'est le moment et puis on va essayer d'analyser maintenant qu'on a
nos 3 clés, eh bien, on va essayer de les utiliser ensemble. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, c'est le moment peut-être des questions de clarification. Cédric, ça a les yeux rivés sur vos commentaires dans le chat. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, j'ai déjà relevé 2-3 questions pratico-pratiques. Ah ben voilà. Ouais. Alors, la première, c'est est-ce que tu pourras nous transmettre le PowerPoint, mais je crois que ce n'est pas un PowerPoint, mais de ta présentation? Oui, ça n'a aucun problème, ouais. Ok, donc comme ça, je pourrais le retransmettre. Vous avez un site de toute manière là-dessus. Je pense que du coup, il y aura le replay de YouTube et puis ça permettra d'avoir le replay plus les PowerPoint. Ça plus le bouquin pour ceux qui veulent aller plus loin. Avec ça, je pense que vous serez blindés là. Donc, c'est la totale. J'envoie ça à Cédric et puis tu t'arranges pour le mettre sur le site, hein, c'est ça? D'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas à formuler vos questions pendant ce temps-là sur le chat. Elle ne devrait pas tarder à arriver, je pense. Ensuite, j'ai une autre question qui est oui, quel est l'intérêt en fait? Est-ce qu'il y a un intérêt d'être présent dans plusieurs groupes pour créer du lien, pour tisser de l'intelligence collective aussi de groupe à groupe? Et est-ce qu'il y a justement une logique alors, si vous dites que l'animateur doit être dans plusieurs groupes, attention, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé d'animateur, j'ai parlé d'animation, mais pratiquement, j'ai pas parlé d'animateur. Pourquoi? Parce que si vous essayez, vous, d'être dans tous les groupes, ça ne marche pas. Mais naturellement, vous allez voir que dans les projets, eh bien, vous avez des personnes qui vont être dans plusieurs projets parce que ça les intéresse, tout simplement, parce qu'il y a 2 projets qui les intéressent. Et donc, c'est quelques membres de votre communauté qui vont faire le lien naturel entre les projets parce qu'il y a l'amitié appartenance. Donc, oui, c'est très bien d'être sur plusieurs groupes. Pas forcément la personne qui se dit « je dois faire ça » de façon contrainte, hein, mais de façon beaucoup plus naturelle. À partir du moment où il y a plusieurs projets, eh bien, vous allez voir qu'il y a quelques personnes qui vont être dans 3 projets. Et naturellement, ils vont dire « ah bah tiens, dans les autres, ils ont dit ça, etc. » Et tout va bien. Okay. Voilà, n'hésitez pas dans le chat à me dire si la réponse est claire pour vous, ou alors si j'étais à côté de la plaque. Voilà. Et il y avait une 3e question déjà avant d'attaquer les nouvelles questions, Cédric. Oui, alors l'autre question, c'est effectivement, est-ce qu'une activité peut être proposée, décidée par d'autres personnes que par les proactifs? Alors, où il y a un danger, c'est pas impossible, mais il y a un danger. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, ça serait bien qu'on fasse ça, il n'y a qu'un faucon, et qu'il n'y a personne pour le faire, en gros, ce qui est très intéressant, c'est que là, on est en train de parler. Alors, rappelez-vous, on a vu au début qu'il y avait des systèmes représentatifs, hein, classiques, hein, les fameux groupes panoptiques ou en étoile. Et là, on est dans un système participatif. Donc, un projet qu'il faudrait lancer, mais qui n'intéresse personne à porter, eh bien, c'est un projet qui est mort soit plus tard, puisque si on pousse quelqu'un à le faire, soit tout de suite. Donc, je vous conseille quand même quelqu'un qui dit tiens, ça serait bien de faire ça, on puisse l'aider à le faire s'il veut. Hein. Porter un projet, d'ailleurs, ça peut être très peu de temps. Là, on a dit que c'est très peu de temps pour animer la communauté, mais un projet, ça peut vous prendre énormément de temps. Il y a des projets qui prennent un temps complètement fou. Si vous montez, je ne sais pas moi, une rencontre nationale des monnaies locales que complémentaires citoyennes, ça peut prendre pas mal de temps. Mais par contre, il y en a d'autres où ça peut être simplement, on se fait une visio une fois par mois et on avance et on se fait une fac sur comment utiliser la monnaie, par exemple. Voilà, on apporte quelque chose. L'animateur, il fait 2 choses. Une fois par mois, il participe comme les autres à la rencontre et une fois par mois, il envoie un message à la communauté pour dire on se réunit tel jour, telle heure. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Donc, un mail plus 1 heure par mois. Ça peut être aussi des choses. Donc, c'est intéressant plutôt que de dire, voilà, je ne veux pas être proactif, etc. C'est de rendre possible, plutôt s'il y a un projet sympa, que les gens que ça intéresse, il y en a un qui disent, écoutez, moi je suis d'accord pour essayer de trouver la date et puis après on travaillera ensemble. Alors, nous, dans les monnaies locales, on a des scores d'adhésion extrêmement bas. Pourtant, on a un nombre d'adhérents assez important. Mais on est quand même sur un cas particulier. On est sur le cas d'une monnaie locale qui est un outil d'usage qui veut manifester des valeurs, etc. Avec quand même beaucoup d'a priori sur les tenants et les aboutissants de cet outil, puisque les gens se représentent ça comme étant compliqué, comme étant il faut être expert en économie, il faut avoir fait des études en mathématiques pour comprendre comment ça marche, etc. Enfin, il y a toute une représentation de ce qu'est le monde de l'argent et d'une monnaie locale. Et en fait, les questions se posent effectivement là dans le chat pas mal autour de nous, certes, notre communauté, ça pourrait être l'ensemble de nos adhérents, mais dans ces adhérents, on va retrouver aussi bien des professionnels qui n'ont pas de temps par définition puisqu'ils sont à fond dans leur entreprise. On va retrouver des utilisateurs, des usagers, mais qui sont là, qui passent et qui font leurs courses pour la plupart. On va retrouver quelques militants d'associations partenaires. Et en fait,
il nous est extrêmement difficile d'avoir cette aisance de dynamique de groupe. Et donc, la question se pose effectivement de savoir comment, malgré tout, arriver à faire émerger une communauté de cette diversité. Alors, petite chose importante, d'abord, le score d'adhésion, ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi, les scores d'adhérents ou je ne sais pas quoi? Tu disais qu'il y avait beaucoup d'adhérents, le score d'adhésion, si j'ai bien compris. Oui, quand je disais il y a beaucoup d'adhérents, mais finalement peu d'actifs. Il y a peu de personnes à s'engager dans la démarche et à être partie prenante. Alors, d'abord, sur une région typique, c'est combien le nombre d'adhérents? Alors, le problème, c'est que là, on ne raisonne pas en termes de région, on va raisonner en termes de monnaie. En moyenne, je crois, on est à peu près à une centaine de professionnels par monnaie. Je dis bien en moyenne, hein, ça varie. Et puis, entre 200 et 400 adhérents bénévoles, citoyens. Donc, voilà, une centaine de pros, dont des partenaires. Alors, maintenant, premièrement, c'est sûr que si la seule chose que je peux faire, le seul projet de la monnaie, c'est de faire la monnaie et que moi, je suis vachement intimidé parce que je suis, je sais pas, moi, je suis usager ou je suis simplement habitant, etc., je vais pas forcément, je vais être un peu intimidé, je vais rien faire. Si vous pensez votre communauté d'abord comme une communauté de territoire sur lequel vous avez plusieurs choses à faire dans la monnaie, des choses qui nécessitent des compétences et des choses qui n'en nécessitent pas. Par exemple, aller discuter, aller faire une petite fac sur le BABA pour l'usager, comment on fait, eh ben, moins on en connaît, plus on a des chances d'être proche de l'usager. Donc finalement, il y a des choses qu'on peut faire de façon très simple. Et puis, si dans vos adhérents, il y en a quelques-uns qui ont envie de monter un jardin partagé, pourquoi pas? Ça peut être un projet. C'est dans cette diversité de projets qu'à un moment donné, vous allez avoir aussi les marges d'escalier entre les projets qui paraissent compliqués, les projets qui paraissent pas compliqués. Du coup, vos pros, alors évidemment, les pros, ils sont effectivement très occupés, ce qui est normal. Donc, c'est vos observateurs. Mais sur un projet où, à un moment donné, on dit, voilà, là, on va travailler sur un aspect, je sais pas moi, légal de la monnaie, sur tel aspect, etc. Et que du coup, le projet qui est d'expliquer les choses, à un moment donné, rentre dans le scope du pro, et bien là, on peut lui dire, bon, est-ce que là, exceptionnellement, tu ne vas pas finir une heure là-dessus. Et le gars le fera. Par contre, participer de façon continue, non. Donc, c'est un observateur que vous allez aider à devenir réactif de temps en temps, vos pros. Et puis les autres, eh bien, il faut qu'ils puissent avoir des projets. Et donc, des projets, je vais vous donner un exemple. Tiens. Dans les télévisions participatives, là, je vous ai dit que j'avais travaillé aussi là-dessus, eh bien, on avait un gars qui, alors, on lui a donné une caméra, et alors là, c'était la catastrophe. Lui, c'était bon. Même, il y a des gens qui ne sont pas bons, mais alors lui, c'était catastrophique. Il n'y arrivait pas. Mais par contre, il a commencé, et là, lui, il a monté un projet absolument indispensable, c'est qu'il faisait les brochettes à chaque fois qu'on se retrouvait pour faire un plateau. Je peux vous dire que c'était un des projets les plus importants, ça a apporté énormément. Le gars, il était super content parce qu'il était un peu dans son coin, c'était un gars qui n'avait pas beaucoup de moyens, etc., etc. Et là, du coup, il a eu plein de gens qui l'aimaient parce qu'il faisait les brochettes le midi quand on faisait les plateaux. Et ben voilà, c'est un projet, pourquoi pas. Et quelqu'un a trouvé sa place. Il n'en avait rien à foutre de la télé. Lui est venu peut-être. Il y a peut-être des gens dans vos adhérents, ils sont peut-être venus simplement parce qu'ils s'emmerdent. Et à la limite, même la monnaie, bah, c'est bien, ils sont contents, mais pourquoi pas. Mais voilà. Et ben pourquoi il n'y aurait pas des projets aussi de convivialité? Pourquoi il n'y aurait pas des projets qui a du sens de jardin partagé, de, je sais pas moi, de n'importe quoi. Ça peut aller jusqu'au Fab Lab. À la limite, d'une certaine manière, avec la monnaie, ce que vous faites, c'est pas une monnaie, c'est un changement de territoire. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et donc, ce changement de territoire, eh bien, il passe entre autres pour la monnaie. Et donc, si votre communauté, elle peut intégrer d'autres projets, etc., chacun trouvera sa place naturellement. Et le fait de voir d'autres personnes, eh bien, les projets un peu plus stratégiques comme la monnaie, eux-mêmes, eh bien, vont bénéficier de ce cercle vertueux. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une marge d'escalier entre rien et arriver au sommet, je suis un super économiste de la monnaie complémentaire sur mon territoire et il faut que j'arrive à comprendre quelque chose, eh bien, vous mettez plein de marges d'escalier avec plein de projets et ça marchera beaucoup mieux. Ça répond à peu près à la question, hein? Oui. Effectivement, puis ça rejoint un petit peu d'autres questionnements qui se posent actuellement aussi au sein du réseau des monnaies locales. C'est comment mieux faire territoire de valeur, comment mieux incarner effectivement la monnaie au travers d'activités diverses et variées en partenariat avec d'autres. Et aujourd'hui, donc, la question se pose effectivement. Alors, d'un point de vue légal, il faut rappeler que les associations de monnaie locale ont vocation unique, c'est-à-dire qu'elles ont vocation uniquement à traiter de l'objet monnaie locale, puisque c'est comme ça que l'autorité de contrôle prudentiel l'a formulé. Néanmoins, nous sommes tous quasiment issus de milieux en transition, de territoires en transition, d'associations un peu tierces. Et effectivement, la difficulté, une fois qu'on s'est constitué en association indépendante, c'est de garder ce lien et de garder cette dynamique.
il y a là une sorte de travail de réseau, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est à faire. Et il y a Jean-Christophe notamment là qui évoquait la nécessité peut-être pour les territoires d'avoir des lieux où peut s'incarner cette convivialité, cette rencontre et ces espaces, comme tu disais tout à l'heure, pour le répit. Est-ce que tu peux revenir? Alors, il y a un magnifique exemple là-dessus, de quelque chose qui est très gros et qui a bien marché, qui montre qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une association pour gérer une contrainte légale, effectivement, et vous avez besoin d'une dynamique de communauté. Et le danger, c'est qu'en général, on considère que l'association égale dynamique de communauté. Le contre-exemple de ça, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est des millions de personnes partout dans le monde et ça n'existe pas. C'est le plus grand encyclopédie, c'est le 5e serveur du monde et ça n'existe pas. Il n'y a pas de structure. Par contre, il y en a une, mais elle s'appelle Wikimedia Foundation et le but de cette structure n'est absolument pas de faire l'encyclopédie. Même la Wikimedia Foundation, c'est même interdit de rentrer sur l'objet même de Wikipédia. Par contre, eh bien, ils gèrent les contraintes, c'est-à-dire il faut quelques salariés, il y a quelques serveurs. Je crois que l'association Wikimedia Foundation, c'est 10 personnes, simplement, parce qu'il fallait ça. Après, dans votre cas de figure, les usagers, on a un cas un peu plus particulier, les usagers, par exemple, quelqu'un qui a la monnaie, je crois qu'il doit être légalement membre de l'association pour pouvoir utiliser la monnaie. Hein, je crois que c'est ça bien. Voilà. Et bien, donc, ça veut dire que le danger pour vous, ça serait de croire que du coup, vous allez toucher que les gens qui sont dans l'association. Pensez votre communauté comme l'association élargie. C'est-à-dire que les membres de votre communauté, c'est tous les gens qui s'intéressent de faire des choses sur leur région. Si dans ce qu'ils veulent faire, il y a la monnaie, eh bien, ils seront aussi membres de l'association, mais l'association est là pour gérer le côté légal. La communauté va être là pour animer le territoire, et du coup, vous avez plein de gens. Si vous êtes là, si j'ai bien compris, quelques centaines de personnes d'adhérents au niveau d'une monnaie, eh bien, vous pouvez être quelques milliers ou dizaines de milliers sur le territoire, et dedans, eh bien, vous allez voir que naturellement, certains vont se dire, bah tiens, du coup, je découvre la monnaie et je vais peut-être m'y mettre aussi. Donc, la monnaie, l'association, c'est toujours la symbiose, vous savez, le crocodile, le petit pluvian, le petit oiseau. La monnaie, elle va bénéficier de la communauté et la communauté, elle va bénéficier de la monnaie parce que ça va lui apporter énormément de choses sur le territoire. Donc, ne pensez pas la communauté simplement en communauté d'adhérents. On n'est pas en train d'animer une association, on est en train d'animer un territoire. Dans ce territoire, vous avez des gens qui utilisent monnaie, des gens qui font d'autres choses, etc. Et à partir de là, eh bien, naturellement, vous allez voir que tous les projets monnaie eh bien, vont bénéficier d'une visibilité bien plus grande parce qu'on va aller bien au-delà des adhérents. Donc voilà, c'est intéressant de distinguer les deux et pensez à Wikipédia et Wikimedia Foundation, même si dans votre cas de figure, l'association doit être plus grande parce que toute personne qui utilise la monnaie est adhérent. Mais je dirais, je peux très bien être sur le territoire, commencer à découvrir des tas de trucs parce que je m'intéresse à la transition, etc. Au niveau communauté, avec d'autres, pourquoi pas d'autres associations. Il y a des associations qui montent ensemble des communautés sur un territoire. Et puis, à un moment donné, eh bien, du coup, comme votre communauté va être au courant de tout ce qui se passe, eh bien, ils seront aussi au courant de la monnaie. Vous allez avoir naturellement des nouveaux participants aussi à la monnaie. Alors là, on est au niveau très micro, c'est-à-dire proche du terrain et des réalités de nos monnaies locales sur leurs propres associations. Et là, il y a aussi toute la question maintenant de se structurer, ou du moins de permettre en tout cas l'émergence d'une intelligence collective entre nos monnaies, séparées territorialement, et qui doivent interagir entre elles, a priori de façon assez régulière, pour pouvoir notamment être en capacité de réagir quand il y a un risque qui intervient, être en capacité aussi de prendre des décisions en commun, et voire même de mutualiser. Donc ça, c'est un petit peu le deuxième niveau de la fusée. On avait, au niveau des monnaies locales complémentaires et citoyennes, une alternance entre une rencontre en national et une rencontre en régional tous les 6 mois. Donc en gros, 2 fois par an, les monnaies se rencontraient ou avaient la possibilité de se rencontrer, soit en région à proximité, soit au niveau national. Et la question maintenant qui se pose, c'est effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir travailler en région alors qu'il y a à peu près 80 monnaies en France, dont certaines restent pour l'instant atones, on ne les a jamais entendues. Mais comment est-ce qu'on va arriver à travailler à 80 monnaies à des échelles de travail de proximité, à une échelle nationale efficace, voire même, pourquoi pas, vers une échelle internationale par la suite. Donc, comment est-ce que alors, c'est intéressant. Ce genre de mouvement peut émerger et qu'est-ce qui y serait favorable?
Alors, déjà, tu parlais de deuxième étage, moi je vais parler de troisième étage, parce qu'on a vu déjà que notre communauté, alors là je suis au niveau de la région, eh bien c'est déjà une communauté de projets, dont certains projets monnaie et d'autres projets d'ailleurs d'autres choses, hein, comme on l'a vu, mais des communautés là-dedans. Après, on commence à avoir un troisième étage à partir du moment où on a à peu près 10 000 personnes, ce qui doit être à peu près votre cas, entre 10 000 et quelques centaines de milliers. Et donc là, on est dans les cas, par exemple, que j'ai cités tout à l'heure, du genre Tela Botanica, du genre la transition, du genre les colibris, etc. On va être dans ce que j'appelle un écosystème de communautés de projets. C'est-à-dire qu'en fait, on a la communauté, elle met en réseau des projets, et en fait, au niveau national, on peut mettre en réseau des communautés. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, on va avoir des membres des différentes régions qui vont pouvoir être dans une sorte de super communauté nationale. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans cette communauté? Parce que ça serait quoi les projets vus de cette communauté? Eh bien, une région, c'est un projet territorial, développer une région. Mais vous pouvez avoir aussi des projets thématiques, par exemple des aspects juridiques au niveau national, ou alors des liens avec l'international, ou des choses comme ça. Donc finalement, un bon réseau, un bon écosystème de communautés régionales, ça sera un système où vous avez donc des différentes communautés, donc qui sont plutôt territoriales, mais aussi dedans, eh bien, des projets eux-mêmes qui vont être thématiques, et pas forcément de tout centraliser, mais de pouvoir avoir des projets plus juridiques, des projets peut-être plus techniques, des projets d'entraide là-dedans pour les nouvelles monnaies qui ont un peu du mal au niveau de la dynamique de groupe. Vous voyez, vous pouvez avoir un projet sur la dynamique de groupe, pourquoi pas, etc. Donc en fait, ça veut dire qu'au niveau, j'allais dire, national, eh bien, on va être au troisième étage de la fusée, cet écosystème, mais il va avoir lui-même, cet écosystème, des communautés, mais aussi des projets et les gens peuvent y participer comme ils veulent. Et donc, évidemment, si ça devient une sorte de macro-communauté, elle va avoir besoin de rencontres. Et ben, les rencontres, elles doivent se faire, évidemment, nationales, on l'a vu 2 fois par an. Et puis, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, une fois de temps en temps par visio pour pouvoir décrire des choses un peu plus régulières. Il peut y avoir des échanges entre les rencontres, hein, pareil, il peut y avoir un espace de partage, etc. Et donc, on peut avoir quelque chose qui, naturellement, va permettre à des personnes qui sont en région aussi de s'impliquer aussi au niveau national et donc avoir plus de gens. Et on va avoir, alors ça ne veut pas dire, encore une fois, il y a une association nationale et puis il y a des associations régionales pour gérer les aspects vraiment spécifiques, contraints, etc. Mais il y a plein de choses qui sont des opportunités et sur lesquelles, si je ne suis pas membre du CA et que j'ai envie de donner un petit coup de main pour aider les projets de communauté de monnaie qui patinent un petit peu, par exemple, eh bien, pourquoi pas? Allez, hop, ça y est, on m'accueille et c'est bon. Et donc, vous voyez qu'en fait, il faut bien penser de la même manière l'association comme ou du moins le cœur de l'association, parce que le membership là, est un petit peu particulier, qui fait que vous avez plus de membres qu'on peut imaginer, mais du coup, que le cœur de l'association, la gouvernance de l'association, doit gérer des contraintes, et donc doit être le plus réduit possible, et puis toutes les autres opportunités, c'est-à-dire aider les communautés, faire de l'entraide entre nous, développer pourquoi pas même des outils communs, des choses comme ça, et bien tout ça, ça peut se faire sous forme de projets ouverts au sein de cette métacommunauté, de cet écosystème de communauté. Donc à ce moment-là, eh bien, à chaque fois, alors c'est marrant parce que aujourd'hui, là, j'étais dans mes tournages de trucs d'animation et j'ai effectivement un espèce sur comment on gère les contraintes et les opportunités qui va sortir aussi dans pendant le confinement, là, donc dans ces prochaines semaines. Et donc je suis assez chaud sur ce truc-là. Mais voilà, garder au sein des CA, etc., les parties uniquement vraiment stratégiques qui sont contraintes, parce que légalement, si on fait n'importe comment, eh ben, on a des problèmes. Ça, gardez-les vraiment avec une structure classique représentative et essayer de penser à tout le reste qui est plutôt une opportunité si ça se passait bien, mais sinon on n'ira pas en tôle si ça ne se passe pas. Et à ce moment-là, ça, développez-le de façon ouverte sous forme de communauté. Donc pensez association, comme on l'a vu tout à l'heure, panoptique, en étoile, représentatif pour les choses vraiment contraintes, et il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Hein, donc, et en particulier dans votre cas de figure, vous en avez. Donc, mettez-le au cœur de l'association. Et tout le reste, tout ce qui est opportunité, et les opportunités, j'y comprends aussi bien même des outils communs, des collaborations, des échanges internationaux, d'aider des monnaies qui patinent, qui ont du mal un petit peu, bref, plein de choses, et bien tout ça, ça peut se faire sous une forme effectivement réellement coopérative, communautaire. Donc il faut bien séparer association et communauté si j'avais un message à faire, même si dans votre cas de figure c'est plus difficile parce que justement par définition toute personne qui utilise la monnaie est membre de l'association. C'est une difficulté parce que vous devez réfléchir en communauté d'un côté et en CA plus qu'en association de l'autre côté pour les parties contraintes. Ok, ça fait partie des réflexions effectivement qu'on a eues. Question se pose aussi, on a des communautés qui émergent
parallèlement à la dynamique nationale, enfin en tout cas celle qui est portée par le mouvement des monnaies locales complémentaires et citoyennes, on a des dynamiques notamment autour d'outils coopératifs, autour d'outils numériques, puisqu'en fait un des enjeux en ce moment pour nos monnaies, c'est de passer au numérique, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, pas toutes, mais donc il existe comme ça plusieurs communautés indépendantes du noyau principal qui viennent apporter gracieusement ou pas d'ailleurs des services et des biens à nos collectivités. Et on voit effectivement comme ça des groupes autonomes se constituer et se créer. C'était un des éléments de réponse là, qui transpirait. Et puis, chose qui est rassurante, dans le cadre du groupe de gouvernance, en tout cas qui a réfléchi au fonctionnement un petit peu de notre collectif, on se disait que justement, on aurait besoin de ce rôle d'animateur ou de facilitateur qui permettrait justement de rappeler, de faire émerger ici, enfin de s'assurer en tout cas que les décisions prises lors des rencontres, puisque c'est comme ça que fonctionne notre mouvement, on prend des décisions lors des rencontres et puis on se donne rendez-vous à l'année d'après. Et puis dans l'espace-temps, on se rend compte qu'il y a un essoufflement de la décision, voire une inopérance de la décision. Donc on s'est dit qu'effectivement, et c'est rassurant de te l'entendre dire, ce serait peut-être un rôle important que d'avoir une équipe de facilitation qui vienne juste appuyer, renforcer, relancer et qui aurait légitimité à le faire. Et encore une fois, ça prend très peu de temps parce que le travail, il est fait par les gens qui veulent monter leur outil, par le groupe de gouvernance, par tous ces gens-là. Donc, ces projets, en fait, certains sont des projets un peu structurés, d'autres sont plus déstructurés, eh bien, eux, ils vont être vraiment très importants. Et donc, les facilitateurs, ils n'ont pas beaucoup de boulot à faire, mais c'est vraiment indispensable. En fait, réfléchissez non plus au niveau national comme l'association nationale, mais comme un écosystème à la fois d'associations régionales, de gouvernance nationale, de projets qui développent des outils ou de ceci, pour mettre tout le monde en réseau de manière à ce que justement ça collabore, ça coopère, on apprenne à vivre ensemble, on fasse des choses. Et donc, évidemment, ceux qui sont à l'extérieur de l'association ne sont pas forcément à l'extérieur de la communauté. Et ça, c'est vrai aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et donc ça doit permettre justement de développer la multi-appartenance, la coopération, les enjeux, et de casser le côté trop centralisé qui risquerait d'apporter des guerres de pouvoir en disant, voilà, ceux qui sont pour ou contre, etc. Vous avez besoin, pour certains endroits, d'avoir une gouvernance très, très serrée parce que c'est une monnaie, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais dans tout le reste, y compris d'ailleurs avec les gens qui font des projets d'outils qui peuvent apporter des choses en plus, tout ce qui peut apporter quelque chose en plus pour aider les monnaies, ça, c'est des opportunités. Moi, je les vois comme des projets de votre écosystème, en fait. Ok. Avec des facilitateurs pour les compléter régulièrement. Je rebondis là-dessus et je vais reformuler une question là qui vient de tomber. Mais en gros, ça consiste à faire rentrer dans la communauté, ou à du moins à rendre lisibles les actions portées par les membres de la communauté, quels qu'ils soient, et à faire en sorte que ces actions soient valorisées au sein du collectif pour qu'éventuellement d'autres puissent s'en emparer et rejoindre des dynamiques, quoi. C'est bien dit. Ok. Oui. Non, mais c'est vrai, on peut dire ça comme ça, oui, tout à fait. Alors, il y a une question qui se pose, c'est, là, on sort un petit peu du cadre, mais est-ce que tu penses qu'avec de la bonne volonté et de la coopération, on peut arriver à être, parce que là, la question est posée dans le sens de l'adversité, mais à combattre, entre guillemets, un système qui, lui, a beaucoup d'argent? Alors, en fait, il y a un système qui a beaucoup d'argent, ça ressemble à un dinosaure, et nous, on ressemble à des fourmis. Rappelez-vous, les fourmis, elles existaient avant les dinosaures, ils se sont pris une grosse météorite sur la tronche, et là, l'économie aussi bientôt, et les fourmis, elles sont encore là. Donc, de toute manière, un dinosaure, il écrase plein de fourmis à chaque fois. Mais soyons le plus nombreux possible, et donc, effectivement, il y a des gens qui sont écrasés, broyés par ce système actuel, mais je crois vraiment que la solution, c'est ni d'être individuel, ni d'être sur un système monolithique, mais d'être un système en réseau. En fait, moi, j'avais lancé au Fab Lab un challenge que personne n'a encore réussi à tenir, mais je leur ai demandé de fabriquer un petit jeu très simple. Imaginez, vous avez 8 petits cubes en bois. Alors, je prends les 8 cubes et je les pose sur la table, et vous avez quoi? 8 petits cubes. OK. Maintenant, je fais avec 8 autres petits cubes, je vais les relier avec des tiges entre eux. Et quand vous regardez bien, eh bien ça va faire un gros cube. Mais il n'y en a plus 8, il n'y en a plus qu'un seul, mais il y en a un gros. Tiens, ça ressemble un petit peu à la métaphore de notre gros système. Et maintenant, le troisième, celui que je veux qu'il fabrique pour que ça soit vraiment intéressant, c'est vous prenez 8 petits cubes et vous les reliez non plus par une tige, non pas par rien, mais par des ressorts. Et à ce moment-là, vous n'avez pas un cube, vous avez un truc qui est capable de monter un escalier.
en appuyant au bon endroit. Et donc, en fait, ça veut dire que quand on a un système qui est ni trop lié, parce qu'il ne s'agit pas d'être le géant à côté de notre géant, je ne crois pas beaucoup. Hein. D'abord, on va être vite, ça va être le pot de fer contre le pot de terre. Et puis, il ne s'agit pas non plus de rester chacun dans son coin. La mise en réseau permet de faire émerger des choses qui sont absolument impossibles, ni dans le cas des géants, ni dans le cas des petites fourmis individuelles. Et donc, en fait, mettons-nous en réseau, et je suis sûr qu'il y a plein de choses qui émergent. Il y a déjà eu des changements assez impressionnants. Il y avait un livre de Patrick Vivray que j'aime bien, qui raconte pourquoi ça ne va pas plus mal. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les choses, bon, évidemment, on ne va pas bien, on est au cœur. Mais normalement, d'après tout ce qu'on peut analyser du monde, eh bien, on aura déjà la destruction de la civilisation devrait déjà avoir lieu, déjà il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. On devrait être dans une situation bien pire. Si elle n'est pas pire, eh bien, sa théorie, c'est de dire, finalement, c'est qu'il y a plein de choses qui sont aujourd'hui encore pas suffisamment visibles, mais qui ont déjà compensé. Donc, on n'est pas encore au niveau où on a tout renversé, mais je crois que déjà, aujourd'hui, les mises en réseau, et pas que des monnaies, mais j'ai cité plein de groupes, et c'est vrai, c'est pour la transition, c'est vrai pour les colibris, c'est vrai pour les Télébotanicains, c'est vrai pour plein de groupes. Là, je forme actuellement 70 groupes différents de personnes pour monter des groupes. Vous voyez, il y en a partout, à peu près partout sur la planète, des centaines, des milliers, qui eux-mêmes se mettent en réseau, ces réseaux qui font des réseaux de réseaux. Eh bien, ça, effectivement, c'est déjà en train d'avoir un impact. Pas encore suffisant, on est bien d'accord, mais n'oubliez pas, il y a 20 ans, on savait travailler que de façon centralisée. On ne savait pas travailler, à part dans une équipe de foot jusqu'à 11 ou 12, à part dans une équipe de musique de chambre où on savait faire des duos, des quatuors, des extuors, des octuors, des duos cuors, je ne sais pas comment on dit pour le 12, bref, mais on ne savait pas faire plus loin. Après, il fallait un chef d'orchestre centralisé. Ça ne fait que 20 ans que l'on sait changer les choses. Donc, il y a 10 000 ans, eh bien, on n'avait que des petits groupes qui étaient individuels. Il y a 10 000 ans, on a inventé les villes et c'est devenu de plus en plus gros. Et aujourd'hui, on a un système totalement mondialisé. Oui, on est au paroxysme du système en étoile. Mais en 20 ans, c'est absolument incroyable. Il y a 20 ans, on a commencé à passer de 12 à quelques centaines, maintenant à quelques dizaines de milliers ou même centaines de milliers. Et on est en train de voir comment faire des réseaux d'écosystèmes, de communautés, de projets, c'est encore d'autres niveaux. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment on va travailler à des millions et non plus simplement à des centaines de milliers. Et le jour où on sera capable de faire 6 milliards, ce qui n'est pas aujourd'hui encore, mais ça avance très vite. En 20 ans, on a fait des progrès absolument inimaginables. Eh bien, là, on pourra commencer à discuter sérieusement par rapport à nos gros dinosaures. Là. Bon. Merci beaucoup, Jean-Michel. Si je t'entends bien, l'avenir est vraiment à la diversité de nos engagements dans les réseaux et à faire en sorte donc d'avoir une implication peut-être très locale, une implication peut-être régionale, une implication peut-être nationale, que chacun se prenne un petit peu par la main pour s'engager activement, de façon proactive, voire en tant que simple observateur dans les différents groupes et niveaux de groupe qui le touchent et qui rappellent ses valeurs. Et en partant de là, on peut espérer effectivement que de proche en proche, suffisamment de monde s'engage et se retrouve du coup actif dans un nombre de réseaux suffisant pour provoquer un changement, une bascule, quoi. La définition de l'intelligence collective, c'est d'essayer d'être plus intelligent ensemble que la somme de toutes les intelligences individuelles. Sachant qu'on sait très bien faire l'inverse, depuis la nuit des temps, on sait faire la connerie collective, ça s'appelle la panique, par exemple, etc. Donc ça, on sait faire. Mais on commence à savoir faire l'intelligence collective. Et ça veut dire qu'aucune des solutions qui pourra émerger de ce que vous êtes en train de faire ne viendra d'aucun d'entre vous, d'une certaine manière, mais du croisement de tout ça. Nous sommes tous trop cons, je suis désolé de vous le dire, mais pour trouver une solution par rapport à cette planète, la situation est bien plus compliquée. Et même les mecs qui ont fait l'ENA, ils sont pas suffisamment intelligents pour résoudre les problèmes de vivre ensemble à 6 milliards d'individus. Aujourd'hui, la seule solution, c'est de faire quelque chose qui soit plus intelligent que l'être humain. Et la seule chose qui est plus intelligente que l'être humain, c'est pas un être humain qui a plus de pouvoir que les autres. C'est un ensemble d'êtres humains qui fait émerger des solutions nouvelles par les croisements. Donc aujourd'hui, l'enjeu de ce qui se passe au niveau de ce que vous faites est fondamental. En fait, la mise en place d'une monnaie, c'est aussi fabriquer de l'intelligence collective parce qu'on fait du lien entre les personnes, parce qu'il se passe des choses, parce que du coup, des personnes qui ne s'étaient pas rencontrées, qui achetaient uniquement au supermarché, eh bien, vont commencer à discuter avec les gens locaux, etc. Et donc, il va émerger plein de choses. Et ce que je vous souhaite, c'est d'être surpris par ce qui va émerger de ce que vous faites. Et c'est ça le vrai enjeu, en fait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Écoute, je pense qu'effectivement, nous avons là une belle conclusion. Et je t'invite de tout cœur à nous rejoindre à Pleuhermel donc du 21 au 24 mai prochain. Et avant de conclure définitivement, j'invite la vingtaine de personnes qui est encore avec nous connectées
à entamer un travail, ça vous sera rappelé sur les listes relais et la liste du mouvement Sol également. On va vous inviter en fait à faire un travail en région de manière à questionner du coup quelle est selon vous l'échelle de travail intelligente et nécessaire, en tout cas quelle est l'échelle à laquelle vous accepteriez de travailler en région. Est-ce que c'est avec une dizaine de monnaies? Est-ce que c'est sur une échelle de 200 km? Est-ce que c'est sur plus ou davantage à voir? Donc ça, c'est une question qui vous sera posée d'un point de vue un peu physique. Et puis, on va vous poser aussi des questions sur les missions qui pourraient échoir à cette échelle régionale. Tout à l'heure, Jean-Michel parlait de l'accueil des nouveaux, de faire du coaching, du tutorat. Est-ce que ça se traite au niveau régional? Est-ce que ça se traite au niveau national? Les deux. Voilà, on imagine aussi potentiellement qu'en région, on peut facilement mutualiser certains outils de par une proximité d'échange. Eh bien, on pourra toujours, en tout cas, voilà, se poser ces questions-là. Et une fois qu'on les aura posées, eh bien, on va se donner rendez-vous le 4 décembre, du coup, avec Ryan pour questionner ensemble tout ça, pour essayer d'approfondir ces différentes thématiques qu'on aura déjà un petit peu éclaircies avec ce questionnaire. Donc, le questionnaire, Daniel et Lucas sont en train d'y travailler. Je les accompagne là-dessus. Il devrait partir autour du 15 novembre. Donc, on va profiter de ce petit temps de confinement là pour se poser ces bonnes questions et puis essayer effectivement d'engendrer du positif dans notre propre réseau de monnaie locale en essayant d'avoir une approche concertée, une approche intelligente puisqu'elle sera diverse et elle sera fort riche de cette diversité. Magnifique. Bon, okay. Et ben, au plaisir de te retrouver donc